Enfin, la peau va être très réactive à tout changement, que ce soit donc l'humidité, la température, la sécheresse, les émotions. Des parfums. Tu rajoutes à ça tous ces éléments qui se baladent dans l'air, dans notre environnement, qui affaiblissent notre immunité. Mm. L'immunité, c'est quoi? C'est une barrière qui permet de faire le tri de ce qui peut rentrer à l'intérieur de notre organisme sans nous créer de problèmes et au contraire de rejeter ou de nous alerter en créant de l'inflammation, des rougeurs, de la chaleur, des douleurs, de rejeter les éléments qui pourraient nous faire du mal. Ça reste des situations qui sont quand même terribles à vivre. Moi, je me rappelle avoir discuté avec des personnes qui avaient aussi ce problème de Red Skin syndrome et de dire vraiment, c'est pénible de sentir sa peau. Bonjour Delphine. Bonjour Hélène. Alors merci beaucoup d'être avec moi pour cette vidéo, pour nous partager tes connaissances et ton histoire aussi avec l'eczéma. Donc toi, tu es naturopathe fonctionnelle, tu es spécialisée dans la santé de la peau et tu as choisi justement cette spécialité de par ton histoire, j'imagine. J'aimerais bien enfin, si tu veux bien commencer par nous rappeler ce que c'est que l'eczéma, comment on peut distinguer qu'on a de l'eczéma, parce que je vois certaines personnes qui déduisent en gros elles-mêmes, qui font leur diagnostic elles-mêmes. Mais est-ce que justement c'est facile à repérer? Est-ce qu'on peut faire des erreurs? Comment on peut savoir qu'on a de l'eczéma en dehors du diagnostic évidemment du dermatologue? Alors déjà, je voulais te remercier de m'avoir invité sur ta chaîne pour pouvoir partager mon histoire et de partager aussi la scène avec les nombreux professionnels Mm. qui ont déjà fait un passage sur cette chaîne YouTube. Il y a vraiment de quoi faire, donc j'invite aussi toutes les personnes qui vont passer, regarder la vidéo à venir fouiller dans les recoins de ta chaîne pour trouver des infos variées. Bah, c'est gentil. Puis on parle souvent de la peau aussi, donc je Oui, précise voilà, quand même exactement. qu'il y a pas mal de ressources sur la peau pour les personnes qui sont sur cette vidéo. C'est qu'elles sont évidemment concernées ou en tout cas intéressées par le sujet, par l'eczéma. Et donc il y a d'autres vidéos que je mettrai en lien d'ailleurs qui pourraient intéresser les mêmes personnes pour prendre soin de leur peau naturellement. Exactement, donc merci beaucoup. Comment est-ce qu'on reconnaît un eczéma? Alors, l'eczéma, ça va se traduire par une peau qui va être assez sèche. Ça va être une peau qui va être irritée, ça va être une peau qui va être très réactive, où on va avoir des rougeurs, où on va avoir de la desquamation. La desquamation, c'est un petit peu comme les pellicules, mais au niveau de la peau du corps, du visage, des mains. On va Comme avoir quand on pèle en fait, c'est ça, hein. voilà, c'est ça, des petites peaux mortes la peau qui va se renouveler en fait un peu rapidement. Voilà, ça va être très localisé, généralement au niveau du creux des coudes, derrière les genoux. On va pouvoir en avoir au niveau de la base des cheveux. Ça va être des endroits comme derrière les oreilles, des endroits qui ont tendance à peut-être transpirer au Ok. niveau des plis, comme ça, sous les bras, des choses comme ça. Il y a trois types d'eczéma, en fait, qu'il faut savoir différencier. Il y a l'eczéma atopique, il y a l'eczéma allergique ou de contact. Et puis, il y a l'eczéma irritatif. Après, il y en a encore d'autres formes, mais c'est vraiment les trois formes principales qui est bien de reconnaître. Pour la forme atopique, qui est celle qu'on a de naissance, ça va être une forme d'eczéma où il va y avoir d'autres symptômes comme de l'asthme, comme des rhinites, comme une sinusite. Ça va être du rhume des foins. Ça va Mhm. être des moments de l'année où on va être plus allergique, comme arrivé au printemps ou arrivé en automne, quand voilà, c'est les changements de saison où il y a un petit peu plus de pollen ou de changements dans l'environnement, plus d'humidité, ce genre de choses, où voilà, ça va nous faire réagir. Ça va être aussi une condition où on va être très réactif, enfin la peau va être très réactive à tout changement, que ce soit donc l'humidité, la température, la sécheresse, les émotions. Euh, Mhm. ça peut être voilà,
des parfums, les bougies d'ambiance, l'encens, le parfum, même les cosmétiques parfumés, voilà. Dès que voilà, il va y avoir des changements, même des fois minimes hein, dans l'environnement, on va avoir tendance à se gratter un petit peu plus, avoir la peau qui rougit très vite, à avoir une sensation de tiraillement et de sécheresse au niveau de la peau. D'accord. Et ça, C'est tu dis qu'on l'a de naissance. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'eczéma forcément dans les premières années de la vie, enfin, en tout cas en étant dans l'enfance, mais qui a des allergies, de l'asthme, ce genre de choses, est-ce qu'ils peuvent développer l'eczéma après, plus tard, en tant qu'adolescent ou jeune adulte, ou même adulte d'ailleurs? Exactement. Donc, l'eczéma, c'est pas seulement quelque chose qu'on développe seulement à la naissance, c'est quelque chose qu'on peut développer, comme tu le dis, plus tard à l'âge adulte, parce que tout simplement, ben, il y a ce facteur de l'immunité qui joue un grand rôle dans les problèmes de peau, hein. Quand on va avoir des soucis au niveau du système immunitaire, des faiblesses au niveau de l'immunité, je pense qu'on va développer ça plus tard. Mhm. Effectivement, on pourra avoir, déjà par rapport aux deux autres formes d'eczéma dont j'ai parlé, l'eczéma allergique ou de contact, qui va être un eczéma qu'on va pouvoir développer quand on va être en contact avec des substances allergisantes. Ça peut être des produits cosmétiques, ça peut être de l'alimentation, ça peut être quelque chose de volatile dans l'air, hein, des substances aériennes. Ça peut être voilà, plein de choses, des gramilés, des fleurs, des plantes. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'exemples. Un eczéma irritant ou irritatif, on va choisir le nom qui nous plaît. Ça va être quand on va utiliser des produits qui vont être assez agressifs pour la peau. Je pense D'accord. notamment, par exemple, à des métiers comme la coiffure, l'esthétique, les infirmières qui vont avoir tendance à beaucoup se laver les mains, Mhm. beaucoup les désinfecter. Voilà, les désinfectants, les gels hydroalcooliques, les savons qui sont pas forcément d'une très bonne qualité, de l'eau aussi qui va être très dure à certains endroits, qui va faire se développer de l'eczéma au niveau des mains, au niveau du visage. Voilà. Ça peut être des vêtements aussi, des matières de vêtements qui sont Mhm. pas forcément appropriées. Donc, ajouter à tout ça une immunité qui ne va pas en s'améliorant au fur et à mesure de l'âge. Hein. Faut pas oublier que des choses qu'on... Parce que très souvent, il y a quelque chose qui revient quand on tombe malade, c'est qu'on se dit, mais je comprends pas. Ça, quand j'avais 20 ans, ça passait crème, quoi. Et puis, les années passent et de plus en plus, on les supporte moins. Et donc, il y a une phrase en latin qui est bien de se rappeler. C'est une phrase qui dit Memento mori. Je ne sais pas si ça Ah, te dit quelque oui, chose. ça me dit quelque chose, oui. Ouais. Rappelle-toi que ben, tu vas mourir. Tout Ah, ça pour se dire que ben, plus le temps passe, plus ben, voilà, notre corps il vieillit, il évolue, il se dégrade aussi quelque part quand on ne fait pas forcément les choses qu'il faut pour l'entretenir. Même si ah. quand on le fait, ça n'empêche pas hein, qu'on vieillisse et que voilà. Hein, le cycle de la vie fait son travail et donc on peut avoir des réactions allergiques et de l'eczéma quand on passe l'âge adulte, quoi. D'accord. Donc, dans les trois cas d'eczéma, dans ces trois types d'eczéma, il y a toujours la composante immunitaire qui est là, qui est assez flagrante, quoi, qui est Oui, importante. exactement. D'accord. Exactement. Et je préciserais même que l'eczéma atopique, il y a cette petite particularité au niveau du défaut de production de filagrine. Je ne sais pas si ça te dit quelque C'est quoi chose. la filagrine? La filagrine, c'est une protéine. Alors, c'est un mot qui a été raccourci. Ça veut dire filament agreement protéine. Donc, c'est une protéine en fait qui permet au niveau de la barrière cutanée qu'elle reste scellée et qu'elle D'accord. ne fasse pas s'évaporer les facteurs naturels d'hydratation de la peau. Donc, Mhm. quand on a ce défaut, quand on a un eczéma dû à un problème génétique, qu'on naît avec une peau atopique, c'est ce défaut de barrière immunitaire qui fait que la peau est beaucoup plus sèche, ne retient pas l'hydratation et développe de l'eczéma, des démangeaisons et tout Mhm. ce qui va avec. Du coup, toi, tu étais concernée par quel type d'eczéma? Alors moi, j'ai été concernée par l'eczéma de contact. Donc, je n'ai pas eu d'eczéma à ma naissance, mais j'ai développé de l'eczéma à l'âge adulte
de par mon métier, enfin mon ancien métier, qui est l'esthétique. Bah Euh, oui, voilà, effectivement. à force de soins visage, de massage, de travail avec ben, les mains, c'était l'outil de travail, hein. Donc, et d'appliquer des cosmétiques toute la journée, j'ai tendance à dire qu'on est un petit peu les esthéticiennes et les coiffeurs, on est un petit peu le reflet de ce qui peut se passer avec le temps au Mhm. niveau de la peau quand c'est pas bien maîtrisé, parce qu'il voilà, je dis pas que les cosmétiques sont mauvais, hein, mais faut avoir une certaine maîtrise, non seulement de connaître son corps, mais en plus de connaître comment fonctionnent un petit peu les cosmétiques, comment les appliquer au mieux pour pas Ouais, bien irriter la sûr. peau. Et quand on est esthéticienne, bah, on en utilise toutes les minutes, ça change, hein, un gommage, un masque, de l'huile de massage, de l'huile essentielle, et puis ça finit par faire développer de l'eczéma. Et même en travaillant avec des marques bio, 100% Mhm. naturelles, etc., ben, ça a pas D'accord. loupé, quoi. Ouais, ouais, ça a pas loupé. On a vraiment fait tous les efforts. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des patrons et des collègues hyper compréhensifs qui ont cherché aussi à changer de marque en fonction de moi. Waouh. Donc ça a été vraiment cool de pouvoir ben, tester finalement et de se rendre compte que bon, bah, malheureusement, même si on va vers des ingrédients qui sont les mieux, par la suite, j'ai eu des rendez-vous avec des dermatologues qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont fait me rendre compte que ben, le bio, certes, mais on a quand même besoin d'y mettre des conservateurs Ah et bah des oui, bien produits sûr. pour, bah Mhm. oui, à partir du moment où le produit, on peut le conserver pendant plus de 6 mois, Ouais. malheureusement, il peut y avoir des petits pièges. Et le petit secret que la dermatologue m'a donné, c'est que on note pas, on n'est pas obligé de noter tous les ingrédients au dos d'un produit cosmétique. Si on veut connaître tous les ingrédients pour cause d'une allergie, il faut pouvoir envoyer un peu de matière à un laboratoire et le laboratoire va faire des tests et ne va renvoyer que les ingrédients auxquels on est allergique. On va même pas avoir toute D'accord. la liste, quoi. Donc, Mhm. ça, c'est le petit tips qui m'a dirigé tout doucement vers la naturopathie, qui m'a fait me rendre compte que ouais, il y avait beaucoup de choses à investiguer pour trouver, Mhm. pour mettre le doigt, parce qu'on dit souvent qu'il faut trouver la cause, mais c'est pas chose facile. On y arrive, mais ça peut prendre du temps et ça peut demander des ressources qu'on n'a pas forcément sous la main, quoi. Et est-ce que justement, au niveau des causes, est-ce qu'il y a souvent plusieurs causes à l'eczéma ou c'est juste, ça peut être une seule cause? Parce que je prends par exemple avec la rosacée, c'est quand même très multifactoriel. Est-ce que l'eczéma, c'est aussi le cas ou pas vraiment? Ou pas forcément? Alors, comme à beaucoup de questions, je vais répondre, ça dépend. Oui et C'est non. ça. Mm. Il y a des personnes qui, à partir du moment où elles auront trouvé l'allergène, où elles auront trouvé une cause qui sera la cause principale, et ben, il suffit de la supprimer ou d'améliorer sa condition de santé pour ne plus y être allergique. Et boum, badaboum, l'eczéma s'en va et on retrouve une vie tout à fait confortable. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Et effectivement, un problème de peau, c'est très souvent multifactoriel. Mhm. Et on pense à tous les piliers de la santé, hein, l'environnement, l'alimentation, le mindset, Émotionnel, voilà, l'émotionnel, le mindset, les traumatismes passés, hein, le stress, comme j'ai l'habitude à le dire, il a 1000 visages. On ne parle bien pas sûr. seulement que de Mm. stress psychologique, c'est comme tu dis, émotionnel, relationnel, traumatique, physiologique, hein. Quand on ingère des aliments qui sont inflammatoires, ça crée du stress à Bien l'intérieur sûr. de nos organes, à Mhm. l'intérieur de nos tissus. Ça s'appelle le stress aussi. On peut le confondre, mais voilà, c'est le terme qui est utilisé aussi pour parler de tout ça. Donc oui, c'est tout à fait, c'est aussi multifactoriel. D'accord. Et est-ce que quand on parle d'eczéma atopique, enfin non, j'imagine, dans le cas de l'eczéma atopique, on va retrouver des choses comme le leaky gut, la porosité intestinale, alors que si on parle d'eczéma juste allergique, là, si on identifie l'allergène, j'imagine que bon, ben voilà, on peut régler le problème. Mais alors, est-ce que l'eczéma atopique, c'est plus compliqué justement à vraiment à soigner puisqu'il y a sans doute différentes causes à cette forme d'eczéma, j'imagine. Alors effectivement, pour l'eczéma atopique,
c'est qu'on peut aussi cumuler les deux autres formes d'eczéma dont je t'ai parlé. D'accord, ok. On peut être né avec de Mhm. l'atopie, donc développer de l'eczéma de par sa génétique, mais accumuler de l'eczéma allergique, parce qu'on est en contact avec des substances allergisantes, et accumuler aussi un eczéma irritant, parce qu'on peut Mhm. avoir des mauvais gestes d'hygiène cosmétique et avoir tendance à trop laver sa peau, à trop Mhm. décaper sa peau, parce que voilà, l'industrie cosmétique nous rappelle qu'il faut vraiment bien nettoyer sa peau en profondeur, faire des gommages, faire des masques régulièrement. Et voilà, Ouais. on peut accumuler tout ça et faire vraiment comme un genre de cocktail explosif. Et donc de développer ces trois formes d'eczéma en même temps. Mais après, petite nuance aussi pour l'eczéma allergique, si on fait des allergies, c'est qu'on vient titiller le système immunitaire. Alors, où est le problème? Est-ce que le problème, c'est que notre environnement, il change, hein. Aujourd'hui, on a une époque moderne où il y a énormément de substances allergisantes et toxiques qui se Mhm. baladent dans l'air. Donc, même une personne qui n'est pas atopique peut développer de l'eczéma, hein. Il y a un chiffre qui est très parlant, c'est qu'en 2050, 50% de la population sera atteinte de soucis d'allergie, d'eczéma, de réactions cutanées et ce genre de choses. Donc, C'est énorme, ouais, c'est c'est énorme. catastrophique, hein. Exactement. C'est comme les maladies auto-immunes et les Ah maladies oui. de civilisation qui sont en train d'exploser, hein. Exactement. Tu rajoutes à ça tous ces éléments qui se baladent dans l'air, dans notre environnement, qui affaiblissent notre immunité Mm. et donc qui vont créer. Alors, on parle beaucoup du leaky gut aujourd'hui. Euh, c'est très à la mode de parler de la perméabilité intestinale, mais attention, il y a le leaky gut, mais il y a le leaky skin. Tout à On a fait, la perméabilité cutanée. tout à On a la fait. perméabilité au niveau hémato-encéphale, au niveau du Mhm. cerveau, qui peut se développer. On a la perméabilité des muqueuses nasales, la perméabilité de la muqueuse gastrique, de la muqueuse utérine. On peut avoir de la perméabilité au niveau des membranes cellulaires de Tout ce chaque. qui est muqueuse, en fait, c'est ça. Exactement, tout ce qui est Mhm. protection, parce que l'immunité, c'est quoi? C'est une barrière qui permet de faire le tri euh, de ce qui, de ce qui peut rentrer à l'intérieur de notre organisme sans nous créer de problèmes, et au contraire de rejeter ou de nous alerter en créant de l'inflammation, des rougeurs, de la chaleur, des douleurs, de rejeter les éléments qui pourraient nous faire du mal ou auxquels Mhm. on n'est pas encore habitué, parce qu'on peut se désensibiliser. Mais bon, ça, c'est encore un autre travail à faire. Mais voilà, tu imbriques tout ça, les gènes, le fait que l'environnement change et devienne très toxique, le fait qu'on n'ait pas forcément les bons gestes pour nettoyer sa peau, pour entretenir sa peau, et puis ben là, tu développes de Mhm. l'eczéma, que tu aies de l'atopie ou pas, finalement, en fait. Est-ce que le microbiote cutané et donc et aussi intestinal, puisque de toute façon Pas enfin, ils la sont même chose. liés, hein, est-ce que ça peut être aussi une cause de l'eczéma? Ben, en fait, quand on parle de leaky gut et qu'on dit qu'on a la paroi intestinale qui devient imperméable, Poreuse, ouais. poreuse, Perméable plutôt. ouais, imperméable, je me trompe tout le temps entre les deux, mais oui, qu'elle devient poreuse, Mhm. euh, il faut se rappeler de quoi on parle en fait quand on parle de la paroi intestinale. C'est pas seulement la paroi qui est mise en jeu parce que elle est composée justement de plusieurs couches. On a certes la paroi, on a les villosités, donc ce sont ces petits poils comme des protubérances au niveau de cette paroi. Euh, on pourrait, pour s'imaginer, hein, on a la peau, on a les poils, hein, sur un bras. Mhm. Bah, pareil, dans le corps, dans la paroi intestinale, on a cette paroi qu'on va représenter par la peau, on a les villosités qu'on va représenter par les poils, et mélangé à tout ça, il va y avoir cette couche de mucus qui est un petit peu la maison de notre microbiote, hein. Nos microbes Mhm. s'accrochent à ce mucus, et donc ça forme un tout. Donc, à partir du moment où on parle de perméabilité intestinale, eh ben, c'est que déjà les couches avant, hein, les villosités, le mucus et le microbiote, eh ben, ils sont déjà altérés. Mhm. Donc, forcément, s'il y a un problème de perméabilité intestinale, il y a un problème de microbiote, il y a un Ouais. problème de l'équilibre de ce microbiote, et c'est toutes ces couches-là qu'il va falloir reconstruire pour pouvoir retrouver une immunité intestinale, en tout cas, qui soit correcte. Donc on peut dire qu'en cas d'eczéma atopique, on va souvent retrouver une dysbiose et un leaky gut. Tu confirmes ou pas forcément?
Alors, encore une fois, ça Ça dépend. dépend, Euh, d'accord. de toute manière, à partir du moment qu'une de nos barrières est altérée, là, la barrière de la peau, hein, Mhm. principalement quand on est atteint d'eczéma atopique, c'est la barrière cutanée qui dysfonctionne, qui manque de matière pour garder son hydratation naturelle. Et quelle action on va avoir pour pouvoir réparer de l'intérieur cette barrière cutanée? Ça va être via l'alimentation, via l'assimilation de ces nutriments. Et par quel moyen on assimile les nutriments? C'est pas en laissant passer les bonnes molécules à travers notre paroi intestinale. Mhm. Oui, il y a forcément un petit travail à aller faire Oui, pour aller corriger une irritation, une inflammation à ce niveau-là. Quelque chose en tout cas qu'on peut aller investiguer en premier lieu d'accord, ok. et se rendre compte, Mhm. voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à régler ou est-ce que voilà, il y a que quelques petits arrangements à faire pour pouvoir atteindre la peau de l'intérieur. Parce que ce qu'on fait très souvent, je pense, en erreur, c'est de vouloir faire tout de l'extérieur, Ah, de bien vouloir sûr. soigner la peau Mhm. que par l'extérieur. Et qu'en réalité, notre peau, elle se régénère de l'intérieur. Bien sûr, oui. Donc Mhm. finalement, oui, ça reste une des choses principales qu'on va venir vérifier en tout cas. Bah, disons que le soin va aider, pardon, va aider la peau, mais c'est pas ça qui va soigner, qui va remédier au Voilà, problème exactement, à long exactement. terme, quoi. Oui. J'ai lu récemment dans le livre Le microbiote cutané, qui est un super livre d'ailleurs, qui avait toujours un lien entre l'intestin et la peau. Enfin, c'est ce que les auteurs affirment, en tout cas dans le livre, et c'est quand même basé sur des études scientifiques, qu'il y a toujours un lien dans toutes les pathologies cutanées. On va retrouver effectivement un lien avec l'intestin. Donc ça, c'est assez fascinant et je pense que ça se confirme de plus en plus. Exactement. Est-ce que on fait des tests particuliers en naturopathie pour quand on a justement affaire à enfin, une consultante qui présente de l'eczéma? Est-ce qu'on fait faire voilà, des tests comme le test Particulier, oui. ou test du microbiote, etc. Alors, moi, je ne préconise pas de commencer par là. D'accord. Parce que, aller faire des tests alors qu'on n'a encore rien changé à son hygiène de vie, c'est aller constater des choses évidentes et c'est aller dépenser de l'argent un petit peu pour avoir des réponses qu'on pourrait avoir par soi-même. Mhm. Les premiers tests que je propose de faire, c'est des tests maison, de par éviction, éviter certains aliments ou au contraire, ne prendre que certains aliments et de vraiment constater est-ce que c'est vraiment ces aliments-là qui me font du mal, quitte voilà, sur quelques jours à manger des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous, mais vraiment pour constater que voilà, regarde jusqu'où ça peut aller quand tu ne prends que de ces aliments, ne pas se tromper en fait, parce que quand on compose son assiette, on peut avoir plusieurs choses et se dire, j'ai entendu dire à la télé que la viande, elle était acidifiante, et puis quand Mhm. j'ai toute mon assiette qui est composée avec des pâtes, de la viande, etc., etc., voilà, je vais peut-être aller un peu inconsciemment vers des aliments où on m'a suggéré que c'était pas bon, et puis on va penser manger sain en consommant d'autres aliments, des céréales complètes, des légumes, des jus de légumes, etc. Et puis se dire, mais je comprends pas, je fais tout bien et puis je n'ai pas de résultat, je continue à me faire du mal. Donc déjà, faire ce test maison et de se dire, voilà, avec chaque aliment, avec son petit carnet, son stylo et sa patience, beaucoup de patience, Ouais, c'est ça. voilà, de venir faire le tri déjà à la maison. Et on Ensuite, peut faire aussi le test d'élimination aussi. oui, voilà, Où, tu exactement. enlèves l'aliment pendant quelques semaines et puis tu notes ce qui se passe. Et quand on Voilà. réintroduit, on fait attention aux symptômes potentiels. C'est ça, je me suis peut-être un peu mal exprimée, mais C'est un et à peu la ça. fois Oui, d'aller dans les extrêmes et en même temps d'accord. de réduire, à la fois pour constater les dégâts et à la fois pour constater aussi à quel point il y a un mieux-être en fait. Et Mhm. parce que c'est très important en fait que psychologiquement, on se rende compte des choses. Parce que très souvent, quand on va chez le médecin, on aura tendance peut-être des fois à minimiser un petit
peut avoir un eczéma sur la qualité de vie et sur le côté psychologique, hein. C'est très, très dur Absolument. de se Mhm. voir se dégrader, de voir son corps partir en miettes, hein, Ouais, littéralement, hein. tout à Il se fait. déforme Mhm. complètement. Donc, on a vraiment l'impression de plus rien contrôler. Et quand je dis qu'on est mal dans sa peau, c'est littéralement mal dans sa peau. On n'est plus bien à C'est l'intérieur ça. de soi. C'est comme si on Mhm. était mal dans sa maison. Là, il faut Mhm. s'imaginer, on est mal dans son corps, quoi. Donc, le fait de constater que vraiment l'alimentation a un gros impact sur notre peau, je trouve ça vraiment, ça peut révéler et faire des tilts et se dire, OK, là maintenant, je ne peux plus me le cacher, quoi. Je peux Mhm. plus me cacher que je dois faire des tri dans l'alimentation. Donc, ce Et test avec son carnet. On peut aussi commencer tout doucement à combler ses carences, hein. Quand les analyses classiques qu'on fait chez le médecin, qui sont remboursées par la sécurité sociale et qui ne coûtent pas un rond, c'est les premières qu'il faut aller faire, voilà, donc constater ce qu'on on va faire on va demander un bilan à son médecin. Si voilà, le médecin si le médecin est est d'accord. ouvert, parce que bon, en théorie c'est ça, mais, mais en pratique, c'est pas tout le temps, hein. Moi, j'ai pas ça avec mon médecin. Même pour des tests Ah classiques. non, mais disons qu'elle va me faire faire vraiment le truc hyper basique, Oui, hyper ouais. basique. Et même si, voilà, il y a des... Moi, j'avais vu plein de rouges, hein, j'avais trouvé que j'étais carrément hors norme, enfin, pas dans les normes sur plusieurs choses. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais bon, ok, mais ça n'allait pas du tout. En fait, ça n'allait pas du tout. Et moi, je me suis tournée vers la médecine fonctionnelle à cause de ça aussi, parce que j'avais besoin de bilans plus poussés. Et effectivement, j'ai été testée pour des choses que mon médecin conventionnel ne voulait pas, Ne enfin, voyez pas, ne ne me faisait constatez pas pas. tester et puis ne voulait pas aussi. Oui. Il y a aussi les médecins qui vont accepter de faire ces Ah, bien analyses, mais sûr, qui ne vont pas ben voilà. forcément avoir la même grille de lecture qu'un médecin fonctionnel, qu'un naturopathe, même si un naturopathe n'est pas censé faire de diagnostic, mais juste à la lecture, voilà, avoir quand même une petite idée des choses qui se trament. Euh, Mhm. et il y a aussi ce souci de lecture par rapport aux normes labo. Voilà, il faut se rappeler, en tout cas, quand on est patient, quand on est client de la médecine, que les normes labo, elles sont faites par rapport à, alors déjà par rapport à notre époque, tous les jeux X années, ça change et ça se met, Mhm. ça se régule par rapport à la santé de la moyenne des gens sur cette planète. Et c'est par rapport par pays, hein, que ça se fait. On va pas avoir les mêmes lectures Oui, c'est ça. suivant Mhm. qu'on est aux États-Unis, en France, etc. Mais encore une fois, donc une moyenne des personnes qui vont être très malades, d'autres qui vont être moins Mhm. malades. Et bah, quand on se trouve dans la moyenne, ben, un être humain, c'est un être unique en fait. C'est pas un être moyen. Ouais, On c'est n'est pas la ça. moyenne des gens. Voilà, on est quelqu'un d'unique. Et ben, certains vont pouvoir encaisser d'être dans des moyennes hautes. Et d'autres vont pas pouvoir du tout encaisser d'être ne serait-ce que dans la moyenne basse. Donc, Mhm. il faut toujours écouter ces symptômes, même si, voilà, sur le papier, il y a marqué, OK, super, vous êtes dans la moyenne. Oui, mais moi, je souffre. Et c'est ça Mhm. qui est important, C'est pas finalement. les mêmes, c'est pas les mêmes bases que la médecine fonctionnelle pour ça, parce qu'eux, ils ont des normes santé où Ouais. ils estiment que bah, être à ce niveau-là, ça, c'est meilleur pour la santé. Enfin, oui, voilà, c'est la base de. C'est ça. Et on dit même qu'en médecine allopathique, les normes santé, c'est pour nous tenir, mais à la limite, c'est vraiment, on est hors de l'eau, mais à la limite, juste de quoi Mhm. respirer. Alors qu'il Voilà, y a la limite laboratoire, puis il y a la limite optimale. c'est ça. Jusqu'où on peut aller pour augmenter notre vitalité, euh, Mhm. notre capacité de régénération, de santé finalement, quoi. Donc, et là, chacun a sa limite qu'on peut sonder par rapport à ces symptômes, hein. On oublie beaucoup de se faire confiance, en fait. On a besoin que quelqu'un nous valide. On a besoin d'un papier qui nous Oui, dise tout va bien, tout est OK. Et on sait plus s'écouter, en fait. On sait plus se dire, non, mais attends, là, ce médicament, moi, il ne me convient pas. Ces tests-là, ils sont bons, mais ça va pas. Et c'est ça, en fait, qu'on devrait réapprendre à faire, hein. C'est ouais, tout à fait. de réussir à sonder un petit peu qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qui nous fait du bien ou pas. Que tu vois souvent certaines carences spécifiques avec l'eczéma. On va retrouver certaines, j'imagine, enfin moi je pensais par exemple au zinc, c'est ce genre de choses. Par rapport aux carences. Alors, les carences, oui, le zinc, ça, c'est un des micronutriments anti-inflammatoires dont on ne peut pas se passer quand on a des soucis d'eczéma. La Mhm. vitamine A, elle va servir
comment dire, à avoir des muqueuses qui sont assez résistantes. J'en Euh, prends. voilà, super. Oui, oui, moi, Super. suite à mes analyses, justement, mais ça, c'est, tu vois, c'est une vitamine qu'on teste pas forcément en Ah médecine non, allopathique. Et en médecine fonctionnelle, enfin, mon médecin me dit, mais là, vous êtes vraiment basse. Ben, le taux de vitamine A est beaucoup trop bas. Et donc voilà, on m'a donné un complément. ouais, le vitamine A, très, très, très important, hein. Et pourquoi une carence, hein, finalement, en vitamine A? Ben, faut regarder ce qu'on met dans nos assiettes aujourd'hui, hein. Il y en a pas assez, tout Mhm. simplement, hein. Donc, je pense aussi aux oméga 3. Oui, Les oméga 3, hein, qui vont permettre de fluidifier le sang, d'avoir un sang qui peut nous envoyer un maximum de nutriments, de minéraux, de vitamines jusqu'à nos cellules. Et cet oméga 3 va aussi entretenir les membranes cellulaires, hein, donc les parois de chacune de nos cellules, qui les protègent et qui leur permettent aussi d'avoir ces échanges de molécules, hein. On va détoxifier, on va assimiler. Cette cellule, elle va respirer, enfin, elle va faire tout comme nous, hein. Elle va respirer, mhm. elle va manger, elle va se réparer, elle va vivre, hein, tout simplement. Et donc, il faut aussi la protéger. Donc, on pense aux oméga 3. Enfin, moi, c'est mon truc. Alors, les oméga 3, j'adore ce complément alimentaire, enfin, en complément parce que je mange beaucoup de poissons déjà, les petits Oui, poissons gras avec oui. enfin, riches en oméga 3. Mais je remarque quand même que si je prends un bon complément d'oméga 3, tout de suite, ma peau va être beaucoup plus hydratée et la rosacée va être beaucoup plus calme. Ça nourrit même parce que on hydrate et on nourrit la peau. Et quand c'est des D'accord. éléments plus huileux, on va parler vraiment de Oui, nutrition. Et alors, ce qui est important aussi quand on parle de cure d'oméga 3, c'est très important d'en manger plus. C'est très important de faire des cures également, hein, d'avoir une bonne qualité de compléments alimentaires. Mais on oublie souvent aussi de rappeler qu'il faut aussi baisser sa consommation d'oméga oméga 6. 6. Oui, parce que c'est finalement ce déséquilibre, hein, qui fait que on manque d'oméga 3. C'est aussi parce qu'on a beaucoup trop d'oméga 6 dans le corps, et des oméga 6 inflammatoires, parce que tous les oméga 6 ne sont pas mauvais, hein. Oui, bien Et, sûr. mais le fait d'avoir trop d'oméga 6 inflammatoires, là aussi, on aura beau continuer à manger des oméga 3 dans son assiette et par les compléments, qu'on n'arrivera pas à rétablir cet équilibre. Et aussi faire attention, parce que quand on prend des oméga 3 par complément alimentaire, euh, au fait qu'ils ne s'oxydent pas au moment C'est de ça. la digestion. Mhm. Donc voilà, c'est Mhm. plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour vraiment optimiser, maximiser sa consommation d'oméga 3 ou sa supplémentation. Moi, j'aime bien d'abord qu'on soit bien au clair avec Bien l'alimentation sûr, bien avant de sûr. se complémenter, quoi. Mhm. Et encore une fois, hein, pour les compléments, la vitamine D, ça, c'est quelque Bien chose sûr. dont la planète manque Mhm. absolument, qu'on souffre d'eczéma ou d'autres choses, hein. Et puis après, j'ai envie de dire, les antioxydants, hein, on peut aussi aller voir de ce côté-là La pour vitamine C aider, aussi, j'imagine. voilà, vitamine C, les flavonoïdes, les phénols. On va penser à la quercétine, hein, qui est Mhm. antihistaminique naturelle, par exemple. Ça va être intéressant aussi de pouvoir se supplémenter en ce genre de choses pour renforcer notre système immunitaire et l'aider Mhm. à éviter de trop oxyder nos cellules. Dans les oignons, ça, la quercétine. Oui, la peau d'oignon, Manger beaucoup exactement. d'oignons. La peau des oignons, on peut conserver la peau des oignons ou simplement éviter de les éplucher. On les lave juste et puis on se fait un bouillon de viande ou de légumes avec la peau des oignons. C'est Ah, très, très riche. d'accord. Les oignons rouges vont en avoir aussi beaucoup. Les capres vont avoir beaucoup de quercétine. Voilà, on va penser à ce genre d'aliments, à en supplémenter dans son alimentation. Mhm. Et du coup, la vitamine D, donc tu dis qu'on en manque beaucoup. Donc ça, évidemment, c'est en lien avec l'exposition au soleil. Qu'en est-il justement de l'exposition de la personne souffrant d'eczéma au soleil? Parce que par exemple, avec la rosacée, c'est déconseillé d'exposer son visage. Évidemment, pas le corps, hein, parce qu'il faut de la vitamine D, il faut justement s'exposer. Et alors, l'eczéma, je ne sais pas, parce qu'on m'a dit qu'avec le psoriasis, c'était bon de prendre un peu le soleil, que ça allait aider les plaques de psoriasis. Est-ce que avec l'eczéma, qu'est-ce qu'on fait avec le soleil? Est-ce qu'on se protège Ok. aussi? Est-ce qu'on met de la crème solaire? Dis-nous tout. Oui. Alors, il va y avoir plusieurs cas de figure. Déjà, on fait par rapport à son ressenti.
Mhm. Si on va au soleil et qu'on se rend compte que ça nous gêne, évidemment, hein, on va éviter d'y aller. Mais c'est vrai que l'eczéma aura tendance à cicatriser quand on va s'exposer au soleil en été. On recense beaucoup de témoignages de personnes qui ont une amélioration au niveau de leur peau arrivé en été. Ça peut être même au niveau quand on a de l'acné. Hein. Quand on a de l'acné, Oui, l'été, absolument, on oui, va oui. avoir moins Mhm. de problèmes, Mais il peut y notamment. avoir un effet rebond, non? Voilà, Ah, j'allais y ah, venir d'accord. exactement, parce que qu'est-ce qui se passe en été quand on s'expose au soleil? Alors, certes, on va avoir des photons, des électrons, de la lumière, parce qu'il n'y a pas que la vitamine D, hein. On oublie souvent de dire que la lumière du sommeil, c'est la lumière du soleil, c'est bien plus que de la vitamine D. Il y a de la chaleur, il y a encore, comme je disais, des photons, des Hmm. électrons. Et donc tout ça, ça va jouer sur le moral, ça va jouer sur la peau. Donc certes, ça va améliorer en quelque sorte la qualité de la peau, mais il faut pas oublier que le soleil, à une certaine dose, à une certaine exposition, ça va être aussi un facteur aggravant de l'irritation de la peau. Et comment le corps va réagir? Il va créer de la peau en plus, il va épaissir la peau en fait. Et c'est pour ça que très souvent, quand on le remarque vraiment quand on a de l'acné, la peau va s'épaissir. Donc hop, les boutons, ils vont être un peu cachés. D'accord. On va avoir l'impression que ça va disparaître. Et en fait, on va créer on va créer un environnement propice à la prolifération des petites bactéries qui seront restées dans les profondeurs de la peau avec les boutons qui ont été camouflés Mhm. par l'épaisseur de la peau qui se sera augmentée. Et alors là, quand on arrive en automne, la peau reprend son épaisseur normale et là, ça explose. Fata. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est à double tranchant. On va dire que psychologiquement c'est sympa hein, de se dire pendant une période de vie tout va bien, mais bon arriver à la rentrée si c'est pour Hmm. s'arracher les cheveux Oui, et c'est ne pas sûr. comprendre d'où ça vient, donc là c'est un problème. Ensuite, en quoi le soleil aussi est un problème, c'est que depuis les années 50, on ne s'expose plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, une grande partie du peuple travailler en extérieur, hein, on labourait, on cultivait, on élevait nos animaux et on était en contact avec la nature et le soleil très souvent. Même si on se protégeait avec, avec un chapeau, des vêtements, Mhm. on avait quand même plus de contact avec la nature. Arrivent les années 50, arrive l'ère de l'industrialisation, le travail entre quatre murs sous des LED et des néons et par la suite devant des ordinateurs et de la lumière bleue. Et puis, on fait ça toute l'année et arrivé l'été, go, on a 2 semaines pour aller à la plage, s'exposer plein phare et là, on fait exactement ce qu'il ne faut pas. Quand on se chope des coups Hmm. de soleil, Trop violent. on va Hmm. aller jusqu'au mélanome. Hein, et donc c'est là que notre exposition au soleil, elle est complètement plus du tout naturelle en fait de nos jours. C'est parce qu'on vit beaucoup trop à l'intérieur et on s'octroie 15 jours, 3 semaines de soleil en mode canicule avec une chaleur C'est ça. Ouais. à étouffer tout le monde. Et donc notre peau, elle n'a pas le temps en fait de s'y faire. Notre corps, il n'a pas le temps de s'y faire. Il n'a pas le temps de progressivement se mettre à température, de bien transpirer pour réguler notre température. Donc, on va avoir la thyroïde aussi, hein, qui va être un peu chamboulée à ce moment-là. Donc, le système hormonal, et voilà, tout s'imbrique. Hein. Donc c'est pas le soleil le problème, c'est la manière dont on a de Hmm. consommer. Euh, Et je te coupe un instant, Bien sûr. c'est intéressant ce que tu dis sur la thyroïde avec l'exposition au soleil. Il y a un lien, il peut y avoir un lien avec l'eczéma, avec la thyroïde ou pas du Alors, tout? l'eczéma et les problèmes hormonaux, absolument. D'accord. Absolument. Mhm. Et d'ailleurs, moi, vraiment, c'est mon sujet en ce moment favori, parce que de par le Red Skin Syndrome, hein, j'en parlerai sûrement tout On à va en l'heure, parler dans un ouais. instant, oui. Mhm. On va comprendre que le système hormonal, en fait, c'est un petit peu ce qui nous tient debout, c'est un petit peu ce qui rythme nos vies, en fait, finalement. Que quand ce système hormonal il est complètement déséquilibré, déréglé, brusqué,
par des attitudes qui sont plus naturelles, hein, qui sont trop extrêmes, comme encore une fois cette exposition au soleil sur quelques jours en temps de forte chaleur et de soleil enfin, en plein été, hein, on sait qu'il est beaucoup plus proche de la Terre et qui est beaucoup plus fort. Bah voilà, on va venir dérégler le système hormonal et c'est Mhm. très très important d'avoir un système hormonal régulier, régulé et équilibré, quoi. Euh, D'accord. et Ok. donc, pour en revenir à ce que donc le soleil est bon ou pas, encore une fois, ben, suivant ce qu'on ressent, moi, je pense aussi qu'il y a des heures qui sont importantes, hein, Oui. de Mm. s'exposer le matin, par exemple, quand on se réveille, pour avoir cette lumière bleue, un mélange de lumière bleue et de lumière rouge, infrarouge aussi, quand il y aura le rayonnement du lever du soleil. Alors la lumière bleue, c'est plus au zénith, hein, quand on approche l'heure de midi. La lumière rouge, c'est plus quand il se lève et quand il se couche. Donc voilà, on peut aussi s'exposer au soleil. On n'est pas obligé d'y aller entre 11 heures et Ça, 15 heures, c'est quoi. sûr. Ouais. C'est Mm. vraiment la lumière du matin, la lumière du soir est tout aussi importante que l'exposition solaire Mhm. dans la journée, quoi. Donc voilà. D'accord. Du coup, au niveau de la crème solaire, est-ce que tu recommanderais l'utilisation d'une crème solaire? Alors, l'utilisation d'une crème solaire, pareil. Ça dépend de comment est-ce qu'on s'expose. Si on n'a pas le choix, on va prendre un exemple, hein, quelqu'un qui travaillerait dehors, quelqu'un qui n'aurait pas le choix de s'exposer longtemps au soleil, effectivement, d'utiliser une crème solaire et avec des bons ingrédients, hein, on va Mhm. essayer d'avoir des ingrédients qui sont le plus Minéraux, un naturels filtre possible. minéral? Voilà, Filtre minéral, exactement. c'est ça? À base Voilà, de zinc ou... exactement. Exactement. Mhm. Qui ne va pas ajouter des agents irritants à la peau. Maintenant, moi, je suis toujours beaucoup plus partisane de la protection euh, matérielle que Mhm. cosmétique. Se mettre un Oui. petit chapeau, rester à l'ombre. Pourquoi vouloir forcer en fait les choses Oui, c'est ça. en Mhm. faisant en fait on a envie en fait moi je comprends tout à fait parce que quand on a de l'eczéma ce qu'on a envie par-dessus tout c'est pas de guérir de la peau c'est de retrouver la vie normale Bien sûr. de se comporter comme tout le monde. Et le problème, c'est qu'on peut plus se comporter comme tout le monde parce que ben voilà, notre peau, elle nous le permet plus. Donc, d'aller mettre de la crème solaire sur une plaque d'eczéma, je suis pas fan. Et pareil, on peut se rappeler de quand est-ce qu'a été inventé les crèmes Mhm. solaires. Eh ben, c'est de nouveau aux alentours des Ouais, années ouais. 50. Et de toute manière, à partir des années 50, il y a eu un chamboulement énorme dans la façon de consommer de l'être humain, hein. Donc, pareil, ça a été inventé à partir du moment où on a inventé aussi les congés payés et le travail, encore une fois, enfermé, hein, à Mhm. l'intérieur, hein, et où on était moins exposé, où notre peau a eu moins l'habitude. Donc, qu'est-ce qui est juste finalement? Est-ce que c'est absolument de protéger sa peau du soleil ou de se rappeler que ben, notre peau, en fait, on est né grâce au soleil. Si on est ici sur cette planète, c'est grâce à l'eau, c'est grâce au soleil, c'est grâce à l'air. Et c'est pas notre ennemi, quoi. Donc d'aller s'en protéger, encore une fois, de comprendre comment notre corps il fonctionne, c'est comme ça qu'on arrive à faire de meilleurs choix et de se dire ben, peut-être que pendant quelques années, je vais éviter de protéger ma peau parce que ben voilà, je reste conscient et je ne fais pas l'autruche sur le fait que j'ai des problèmes de peau. Comme ça, je règle mes problèmes de peau. Et puis si après j'ai envie de m'exposer au soleil et de mettre un petit peu de crème solaire pour pouvoir en profiter, Mhm. ben là, ok, pas de problème. Mais voilà, faudrait pas que ça empêche de se rappeler que en plus de la protéger, ben, il faudrait peut-être aussi la réparer, quoi. Ah bah oui, tout à fait. D'abord le travail, enfin le travail en profondeur, on va dire, il est incontournable pour soigner sa peau. On en revient toujours à la même chose, en fait, c'est Ah, vraiment c'est ça, repartir sur de bonnes bases, retourner à la nature et à sa nature. exactement. Voilà, retourner à tout ce qui est pur et naturel pour nous les humains avant tout, et ensuite, enfin, et en parallèle, évidemment, d'utiliser des soins qui vont quand même aider la peau, des soins réparateurs, des huiles, des choses comme ça. Euh, une routine qui reste minimaliste finalement. C'est ça. Euh, ouais, plutôt que de mettre des pansements. C'est ça. Moi, je suis pas contre, hein. Je sais que dans mon discours, on peut avoir l'impression que je suis anti cosmétique. J'ai été esthéticienne, Bah, donc bien sûr, non, non, mais bien sûr, non, mais mais c'est très utile. On va pas non c'est ça. plus, voilà, c'est utile, Ça mais ça va permet de pas garder un régler le problème. réconfort.
Voilà, exactement. Ça apporte un peu de confort, ça vient Voilà, soutenir, mais il faut garder en tête que voilà, c'est pas la solution et ça permet juste voilà, de tenir le coup parce que ça reste des situations qui sont quand même terribles à vivre, hein. Moi, je me rappelle avoir discuté avec des personnes qui avaient aussi ce problème de syndrome et de dire vraiment, c'est pénible de sentir sa peau. On sent, elle tiraille, elle est là, elle est chaude, elle tire, elle pique, elle brûle. Et ben, les cosmétiques, parfois, vont permettre justement de calmer c'est cette ça. situation et de vider un petit peu l'esprit, de penser à autre chose. Donc, effectivement, on ne peut pas passer à côté, quoi. Non, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le Red Skin Syndrome pour, parce que c'est pas super connu en fait, c'est pas des choses qu'on entend tous les jours. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et aussi nous illustrer un peu avec ton parcours? Oui. Alors, le Red Skin Syndrome, c'est une addiction à un médicament qu'on utilise qui est très 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 connu comparé à la maladie qu'on développe pour soigner, enfin pour supprimer les symptômes de l'eczéma sans les soigner, hein. Donc, c'est la cortisone. Mhm, Voilà. Quand on va utiliser de la cortisone sous forme de crème, sous forme de cachet, sous forme d'injection, on peut aller jusque-là, hein. On peut aussi utiliser des immunosuppresseurs mhm. comme le Protopic, par exemple. Je pense à cet immunosuppresseur qu'on peut utiliser aussi, que les médecins et les dermatologues proposent pour soulager, pardon, pour soulager ponctuellement l'eczéma, temporairement l'eczéma. À force d'en utiliser, notre corps va développer une addiction. Et c'est là justement qu'on peut en revenir au système hormonal et de savoir comment celui-ci fonctionne. Parce que la cortisone, justement, va venir tellement chambouler son fonctionnement naturel que, au bout d'un moment, notre corps il va se déconnecter complètement de la production naturelle de cortisone parce que bah, naturellement, on en produit à travers nos glandes surrénales, hein. C'est des glandes surrénales qui se trouvent au niveau du dessus des reins. Elles forment un petit toit. Elles sont en forme de petits toits comme ça au-dessus des reins, comme si vraiment c'était des petites glandes qui venaient nous protéger, hein, finalement. Et donc, c'est elle qui sécrète la cortisone. Et quand on en apporte de l'extérieur, et ben on va venir finalement perturber cette Mhm. sécrétion parce C'est que un finalement, trop-plein, quoi, c'est ça? Ça fait comme un trop-plein de cortisone dans le corps. alors de une, mais la principale cause aussi qu'on oublie très souvent, c'est que la sécrétion d'hormones au niveau que ce soit de la thyroïde, que ce soit de nos glandes surrénales, que ce soit au niveau de nos ovaires ou les testicules pour les hommes, elle se fait pas au sein de ces glandes-là, elle se fait au niveau des glandes hypothalamus et hypophysaire. On va Mhm, avoir des hormones mères. Les hormones principales, ça va être TSH par exemple pour la thyroïde, l'ADH, la DTH pour les glandes surrénales. Ça va être la LH et la FSH pour les ovaires mhm. et les testicules. Ça va être voilà donc la prégnénolone pour les hormones sexuelles aussi, hein, les hormones stéroïdiennes même. Parce que le cortisol fait partie de tout ce petit groupe. Donc, tout ça va être sécrété au niveau du cerveau, de par les stimulations qu'on va avoir de notre environnement extérieur et de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps aussi, hein. On va envoyer des signaux aussi à l'intérieur de notre corps quand on va ingérer de la nourriture, avoir des pensées positives, négatives. Voilà, ça va envoyer un signal au cerveau qui, lui, en fait, va venir auto-réguler. On dit que c'est un rétrocontrôle, c'est-à-dire que c'est lui qui va dire on va sécréter plus ou moins d'hormones au niveau de la thyroïde, au niveau des surrénales, au niveau des ovaires, au niveau des testicules. Et quand on apporte de la cortisone par l'extérieur, par les crèmes, par les cachets, par les injections, et ben on coupe cette connexion qui se fait du cerveau au surrénal. D'accord. Donc, c'est déjà là ce premier problème, Mhm. c'est que notre cerveau, ben, nos glandes au niveau cérébral ne peuvent plus réguler la sécrétion de cortisol naturel. Et en plus de ça, ben, le fait qu'on va en apporter chimiquement, synthétiquement, et ben, notre corps il va se dire, ben, moi, j'ai plus besoin d'en produire naturellement. On m'en apporte assez de D'accord. l'extérieur et même bien trop de l'extérieur. Donc pourquoi est-ce que je continuerais en utiliser? Et arrive le jour où eh ben, on développe ce fameux Red Skin Syndrome, c'est-à-dire que notre corps, il peut plus faire sans
cet apport extérieur de cortisone. On Et parle il de va venir combien de temps? Excuse-moi, mais on parle de combien de temps en fait pour avoir cette addiction? C'est quelques semaines, très, quelques très mois, vague. quelques... C'est très, très vague et très, très large. Moi, j'ai D'accord. connu des personnes, moi, par exemple, j'ai dû le développer parce que quand j'ai connu cette maladie, je me suis dit, ah, d'accord, je comprends ce que j'ai et je comprends que j'ai ça depuis longtemps. Et que je continuais à mettre de la cortisone en pensant que c'était de l'eczéma, parce que ça y ressemble beaucoup, mais il y a quand même des petites nuances. Une fois qu'on se rend compte que c'est pas un eczéma, on se dit, ah oui, je me disais bien qu'il y avait une voix dans ma tête qui me disait que c'était plus comme avant. Mhm. Et donc moi, je m'en suis rendu compte au bout de 10 ans à peu près d'utilisation de cortisone, mais j'ai connu des personnes qui ont développé ce syndrome au bout d'un mois. D'accord, ouais, c'est Alors, rapide. je veux pas faire peur aux personnes parce que, sincèrement, la cortisone, euh, moi, je vais avoir un discours qui est assez tranché, mais je suis pas contre. La médecine, elle sauve des vies. La médecine, elle est là en cas d'urgence. La médecine, elle est là pour nous aider quand on arrive au bout du rouleau et qu'on n'en peut plus. Utiliser de la cortisone pour soulager un eczéma qui est devenu complètement sauvage et qu'on ne peut plus Mm. contrôler, bah oui, on va pas dire non, hein, c'est comme de la crème, hein, à un Ouais, moment bien donné, sûr. quand il faut se soulager. Hein. Je préfère entendre quelqu'un qui dit je mets de la cortisone pour éviter de me jeter par la fenêtre ou d'avoir des pensées tellement négatives que voilà, je ne veux plus faire partie de cette vie, que quelqu'un qui dit je refuse, mais par contre, je suis au bout du rouleau, quoi. Mais à savoir que quand tu utilises un médicament, il faut aussi, derrière, faire ce qu'il faut pour trouver quelle est la cause, Oui, pourquoi on est c'est obligé ça. d'utiliser ce médicament Mhm. à répétition et pouvoir s'en passer le plus rapidement possible. Voilà. Et là, la cortisone ne sera plus du tout un problème parce qu'elle va venir, encore une fois, nous soutenir, quoi. Et Oui, donc voilà. donc ça, c'est quand tu prends vraiment que le médicament et que tu ne mets rien en place, Et tu ne tu ne trouves fais rien, aucun voilà, changement dans ton hygiène de vie, ton alimentation, etc. exactement. Bon, là, ça peut être problématique, effectivement, ouais. Exactement. Et du coup, tu ressens comment les symptômes du Red Skin Syndrome? Ben, au début, hein, quand on a de l'eczéma, on va commencer par utiliser des choses naturelles. Parce que voilà, on a entendu dire qu'en utilisant un peu d'aloe vera, un petit peu d'huile essentielle et d'huile végétale, on va pouvoir réussir à calmer tout ça. Et puis là, on se rend compte qu'on est très frustré parce que ben, le naturel, ça marche pas. Et on commence à utiliser, à aller chez son médecin, pardon. On va chez son médecin, on lui explique, voilà, j'ai de l'eczéma, ça part pas. Comment vous pouvez m'aider, docteur? Alors le docteur, il va venir d'abord nous donner des crèmes émollientes, hein, parce que ça va venir euh, euh, comment on dit, imiter la barrière cutanée. Donc Mhm. là, jusque-là, tout va bien. Il va aussi nous proposer donc de la cortisone. Il va nous proposer des antihistaminiques pour éviter les démangeaisons. Il va nous proposer éventuellement des antibiotiques pour venir calmer les Ah oui, irritations, les les antibiotiques aussi inflammations. quand même. Mhm. Exactement. Oui, il y a des personnes qui utilisent des antibiotiques. Et ça va aller jusqu'aux immunosuppresseurs, suivant la gravité de l'eczéma. Donc, on va commencer avec tout ça. Ok, très bien, on met de la cortisone. Ah, super, comme par magie, au bout de 2, 3 jours, on revit, la peau redevient normale, très bien. Et ben, on continue à vivre notre petite vie en étant toujours proche des choses qui nous rendent allergiques, des choses qui nous Ah irritent, oui. des Mhm. gestes et des substances allergisants. Et donc, de temps en temps, comme ça, on va continuer à mettre de la cortisone pour calmer. Sauf qu'à un moment donné, l'eczéma va devenir tellement chronique qu'on va devoir utiliser de manière chronique aussi de la cortisone. On en utilise, et il va y arriver un jour, et c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai découvert le Red Skin Syndrome, c'est que la cortisone, elle suffit plus. C'est qu'on aura beau mettre de la cortisone, les plaques vont continuer à être là, et non seulement elles vont continuer à être là, mais elles vont se propager, Mhm. commencer à atteindre des zones où on n'aura pas mis de l'eczéma, où on n'aura pas touché les substances auxquelles on est allergique. Ça va commencer à venir sur des zones comme le visage, alors qu'on n'aura pas mis de cortisone sur le visage. On va perdre des cheveux, on va avoir des démangeaisons tellement intenses et tellement fortes on va avoir envie de se déchirer la peau. On va créer... Insupportable. Mhm. Ah, c'est Mhm. invivable. On va se créer de l'eczéma, en fait, tout seul, en venant gratter, irriter la peau en plus. C'est vraiment, on va perdre énormément de peau, on va se mettre à sointer, C'est à blanc, avoir... c'est ça? C'est la couleur blanche sur la peau, en fait, un peu. Alors, moi, comme j'ai la peau noire, effectivement, c'est ce qui D'accord. ressort le plus. Mhm. Mhm. Mais quand on voit quelqu'un qui a la peau blanche et qui a un Red Skin Syndrome, c'est phénoménal. La peau est d'une rougeur vif, intense. On a des écoulements ça s'appelle des suintements, hein. Le plasma Mhm. sanguin va se mettre à suinter
à travers notre peau. On va avoir des gerçures, les croûtes ne vont même plus tenir, hein. Le simple grattage, on va avoir des petits bobos comme ça, mais le Aïe, simple aïe, aïe. grattage va Hmm. te faire avoir la peau complètement à vif. Tu vas avoir la chair apparente. Il y a même des fois où moi je me rappelle, hein, je me rendais pas compte pendant la nuit, je grattais, je grattais, je grattais. Je me réveillais, je me disais, mais là, tu es en train de gratter ta chair. C'est Waouh. une sensation absolument horrible. On finit avec des tonnes de peau sous les ongles. On se réveille le matin avec des peaux mortes plein le lit, plein le canapé, Cauchemar, quoi. plein le tapis. En fait, ta maison te rappelle à quel point tu es malade. C'est une horreur. Et pour peu que tu aies un canapé de couleur noire, des escaliers bleu marine comme chez moi, Hmm. ça ressort, les peaux mortes, elles Hmm. ressortent. Tu t'habilles un petit peu dans une couleur foncée, tu as des pellicules et des peaux qui sortent de partout. Ouais, c'est C'est un infernal. calvaire sans nom, c'est inhumain, c'est injuste, c'est invivable, c'est tout ce que tu veux, quoi. C'est Et vraiment. les médecins te proposent quoi pour ça? Enfin, la médecine propose quelle solution pour le Redkin syndrome et en quelle proportion on va retrouver ce syndrome chez les personnes qui utilisent des corticoïdes? Tu sais un pourcentage, est-ce qu'il y a un pourcentage de personnes qui sont concernées, qui développent ce Redkin syndrome? Parce que j'imagine que tout le monde ne le développe pas forcément non plus. Exactement. Alors, pour avoir des chiffres, il faudrait déjà que la médecine se préoccupe de cette maladie et la reconnaisse. Hmm. Sans ça, pas vraiment de possibilité de pouvoir quantifier le nombre de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Néanmoins, quand on va sur les groupes de soutien qui se trouvent sur Facebook, il y a des groupes qui se sont formés aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Allemagne, en France. On se rend compte de la progression du nombre de membres chaque année. Moi, quand je suis arrivée dans le groupe français, on était à peu près 200. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 5 ans que je traverse ce sevrage et on est quasiment 1500, quoi. On est à peu près 1300, 1400 personnes. Donc, vraiment, ça. Oui, c'est pas une illusion, quoi. C'est quelque chose qui est Exactement. vraiment réel et qui existe et qui touche beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont le Reskin syndrome qui ne savent pas qu'elles ont cette maladie parce qu'elles Voilà, oui. n'arrivent même pas à le reconnaître et leur médecin n'arrive pas à le reconnaître non plus parce que très souvent, c'est catégorisé d'eczéma sévère. Oui, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant de te suivre sur ton compte Instagram. Je voulais juste encore une fois préciser, hein, la cortisone, c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut nous aider. Je pense que c'est important, comme tu le fais, aussi d'éclairer et d'informer les gens qui souffrent comme ça que bah, il peut y avoir des effets secondaires et c'est pas des effets secondaires Rien. minimes, quoi. C'est quand Ouais, même ouais, des effets rien. secondaires qui t'ont impacté énormément et j'imagine que du coup, au niveau psychologique, c'est pareil. Ton bien-être psychologique, il a dû en prendre un coup à ce moment-là. Enfin, les Ah bah gens qui oui. vivent avec ça, c'est quand même très, très compliqué. Bah, Ça non affecte ton image seulement, de toi. voilà, alors il y a l'image de toi, il y a l'image que tu renvoies à ton entourage, parce que tu es Mhm. complètement affaibli, c'est pas joli à regarder, hein, on le voit sur les photos, hein, voilà, c'est quelque chose Moi, je dis toujours, quand on a un problème comme ça, souvent on va penser au regard des autres, comment les autres vont me regarder, comment. Mais finalement, si on croisait quelqu'un qui avait la même Mm. texture de peau que nous et les mêmes problèmes, on pourrait pas s'empêcher d'aller regarder, Bah, bien parce que c'est sûr. quelque chose d'assez Ah oui, impressionnant, c'est quelque chose qu'on bien ne croise sûr. pas tous les jours. Ça Donc, attire le regard quand même. et voilà, et moi, j'ai toujours traversé le regard des autres en me disant, mais ils doivent avoir de la peine pour moi, en fait. Ils doivent pas me juger, me dire c'est dégueu, ou. Enfin, voilà, quoi. Même si, voilà, on peut s'imaginer, de se dire, oh là là, j'ai pas, ça fait pas propre. On pourrait se dire, oh là là, mais elle met pas de crème, elle fait sale. Non, je pense que les gens ont aussi beaucoup de compassion et de peine, et de se dire, oh là là, mais moi, j'aimerais pas être à sa place, Ouais. quoi, parce que Mm. ça doit vraiment être dur de vivre dans sa peau, quoi. Et puis, et tu as aussi le fait que les médecins ne reconnaissent pas ce que tu as. Moi, Donc ça, c'est battue, terrible. Oui, ça, c'est vraiment... je me suis battue pendant des mois et des années pour avoir des arrêts maladie, pour pouvoir me reposer. Le médecin m'envoyait chez le psy m'envoyait chez le médecin. Il y a un moment donné où toi, tu te dis, mais c'est pas possible. mm. Euh, le psy qui te dit que tu es un petit peu trop rebelle contre la société. Moi, j'ai eu cette phrase qui me restera mais toute la vie dans ma tête. Je me disais, non, mais attends, en face de vous, vous avez une personne qui souffre, qui ne sait pas ce qu'elle a, que tous les médecins repoussent depuis des années et des années. Tout ce que vous trouvez à lui dire au bout de la première séance, chez un psychologue qui est censé vous faire retrouver une certaine sorte de bien-être, vous êtes Mhm. rebelle contre la société, arrêtez d'en vouloir aux remèdes que les médecins vous donnent.
arrêtez de chercher des infos sur les dangers de la cortisone, c'est vous qui n'allez pas bien, quoi. Je me suis dit, bon, là, on a affaire à un génie. Mm. Je pense qu'il va falloir que je compte sur moi-même et c'est à partir de là que, enfin, j'ai eu la chance d'avoir un état d'esprit où je me suis dit non mais là il va falloir que je me remonte les manches et que je m'en sorte quoi parce que je vais pas trouver d'aide à l'extérieur visiblement. Tu as Ni trouvé du soutien auprès de proches, d'une communauté aussi. Tu me parlais de groupes Exactement. Facebook. J'imagine que ça aide énormément, les groupes de soutien. Exactement. Alors, Mm. comme je dis, hein, moi j'ai une famille en or massif 24 carats. J'ai eu la chance d'avoir un copain qui m'a soutenu pendant tout le long du sevrage. Je me rappelle que bah, ça a été une source de conflit hein, dans la famille quand au début on ne comprenait pas pourquoi elle ne veut plus prendre son traitement en fait. Pourquoi elle ne veut plus prendre ce qui Mm. fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'elle arrête de stresser aussi, parce qu'elle est stressée, hein, Delphine, dis donc. Les médecins n'arrêtent pas de lui dire Tu d'arrêter de m'étonnes. stresser. Mm. Bah, tu m'étonnes qu'on stresse quand Ah au bah oui. final on se frappe ce genre de maladie. Et puis un jour, ben, je tombe sur cette magnifique communauté qui est un groupe Facebook qui s'appelle Addiction à la cortisone, syndrome de la peau rouge. Et donc qui est rempli de personnes à la fois belles et à la fois ben, qui ont leur vitalité complètement Mm. éteinte à cause de cette maladie et avec qui on peut échanger et utiliser vraiment le même vocabulaire, avoir les mêmes anecdotes, se rendre compte qu'on est normal, on est comme tout le monde. Enfin, on retrouve des personnes qui sont comme nous, quoi, qui utilisent les mêmes termes de souffrance, qui ont les mêmes anecdotes par rapport aux médecins, par rapport à la chronologie de comment est arrivée la maladie. Et là, et moi, j'ai en plus la chance de créer une amitié vraiment très forte avec une des membres de cette communauté. Olivia, je te fais un bisou si jamais tu passes par là. Bonjour Et on Olivia. a, et on a pu même se rencontrer. On a fait des rencontres entre, on s'appelle les warriors. Hein. Oui, Parce que j'ai vu. franchement, il faut, Bah, c'est ça, c'est clair, hein. Je ouais, pense que tu on es les part, c'est un warriors. combat. Ouais. Mm. Et on a pu faire voilà, des rencontres entre nous, se voir en vrai, se rendre compte que, ben, et c'est tout bête, hein, mais de voir des peaux foncées, des peaux plus claires, des peaux métissées, des hommes, des femmes, des gens qui n'avaient qu'une certaine partie du corps qui était prise, d'autres qui avaient tout le corps qui était pris. Il y a des bébés aussi, il y a des mamans qui viennent sur ce Mm. compte avec des petits bébés qui ont le Red Skin Oh, Syndrome. oh là 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 là. C'est C'est horrible. affreux. Ça, c'est un Mm. crève-cœur. Hein. Ouais, c'est De les affreux, voir bah avec tu le visage m'étonnes. complètement Oh. pris, les mamans qui savent plus quoi faire pour les soulager parce qu'elles ne ressentent pas ce que le bébé ressent. Elles ne peuvent pas Mhm. les Bien empêcher de sûr. se gratter. Donc elles les retrouvent le lendemain matin, Mm. le visage en sang, les Oh. draps à changer. Enfin, c'est vraiment horrible. Est-ce Hein. que combien de temps on met pour s'en sortir de ce Redskin syndrome? Comment toi tu en es venu à bout? Parce que là, tu as retrouvé une jolie peau. Pour comprendre combien de temps on peut mettre pour s'en sortir, il faut comprendre exactement ce que c'est un Red Skin Syndrome. Et c'est au-delà que d'avoir une maladie, parce qu'on est complètement ben, addict à une substance chimique, on est empoisonné par un trop-plein, et donc on est beaucoup plus proche. On a eu la chance de trouver un dermatologue qui, lui, reconnaît le Red Skin Syndrome et qui a... Oh, bonjour petit chat C'est Fifi. et qui a reconnu l'existence d'un Reskin syndrome. C'est le docteur Lipsker à Dan Lipsker à Strasbourg, pour les personnes qui passeront par là et qui vivent en Alsace, et qui a dit cette phrase absolument merveilleuse, qui en une phrase, en fait, il a résumé ce qu'est un Reskin syndrome. On est plus proche d'un toxicomane que de quelqu'un qui a de l'eczéma. On Waouh. est C'est puissant plus ça. proche. Ah oui, c'est vraiment, on comprend vraiment à quel point ça se traite pas comme une maladie, quoi. On va pas prendre un petit cachet, un petit quelque chose et puis ça va partir au bout de 15 jours. On est addict, on est comme un alcoolique, comme quelqu'un qui est accro au tabac, Héroïnomane ou quelque chose comme ça, à ouais. l'héroïne, Mm. aux opioïdes. Et c'est là qu'on se rend compte que les symptômes en fait du Red Skin syndrome, où on se gratte, où on a des frilosités, où on transpire beaucoup, où on ne dort plus la nuit, Waouh, où on ok. tremble, ben, en fait, c'est des symptômes, comme on dit en anglais, de De cold manque. turkey, des Mm. symptômes de manque. Et c'est Mm. pour ça que vraiment, quand je vois des personnes qui me rejoignent sur Instagram et qui me disent, mais comment je peux guérir du Red Skin syndrome? Mais en fait, imagine-toi que l'eczéma, c'est derrière toi. Et très souvent, les personnes qui guérissent d'un Red Skin syndrome, l'eczéma, on n'en entend plus parler. Ou alors, D'accord. il est très, très amoindri, ou alors complètement gérable.
Voilà, Mhm. c'est à plusieurs stades, hein, ça dépend de chacun. Et comment est-ce qu'on fait alors pour, bah, finalement, non pas pour guérir d'une maladie, mais pour soutenir un sevrage? Pour moi, un sevrage, ça se soutient, ça ne se guérit pas. Quand on a un alcoolique, encore une fois, on va prendre cet exemple parce que c'est beaucoup plus parlant pour tout le monde, bah, qu'est-ce qu'il fait pour ne plus être alcoolique? Eh bien, il arrête de prendre de Mhm. l'alcool. Donc, Ouais, premier c'est geste, ça. on arrête de prendre de la cortisone. Ça encore, un naturopathe n'est pas en droit de vous dire d'arrêter votre traitement. C'est soit vous qui prenez la décision parce que vous vous êtes renseigné, soit vous en parlez à votre médecin vous dit, OK, on arrête le traitement. Mais un naturopathe n'aura jamais le droit de vous le dire. Moi, je vous raconte mon Bien sûr, histoire en tant que warrior c'est aujourd'hui. ça. Euh, donc, en premier temps, on arrête d'en utiliser parce que pareil, hein, j'ai arrêté pendant une semaine, mais j'en ai quand même remis parce que bon, ça marche pas. Mhm. J'ai arrêté sur mon corps, mais j'en mets encore un petit peu sur mon visage, ça marche pas. À partir du moment où on en met sur notre peau, elle est pas, on n'est pas fait en Lego. Notre peau, c'est pas un organe isolé, C'est c'est ça. un organe qui englobe tout notre corps, tous nos organes, tous nos tissus. Et à partir du moment où on met un petit peu de cortisone à quelque part, on le fait pénétrer notre organisme. Donc Mhm. ensuite, qu'est-ce que fait un alcoolique? Eh ben, il va aller voir des groupes de soutien. Donc, on se connecte sur Facebook et C'est on va voir ce important. groupe de soutien. Ah oui, Ouais, c'est important. le fait de se sentir écouté, de ne pas être seul, d'avoir des personnes qui sont dans le même cas que nous, qui vont voir. Parce que vraiment, hein, quand on a cette maladie, déjà même l'eczéma, on peut se dire, oh, c'est adorable, on peut se dire, oh là là, mais j'en ai marre d'être le seul là, à avoir cette peau, d'être le seul à stresser. Et quand on a le skin syndrome, on se dit, non mais là, j'ai atteint vraiment un niveau d'exception. Je suis vraiment la seule à avoir ça, quoi. Et en fait, non, Mhm. on rencontre des personnes qui ont ça, on se dit, mais merci, quoi. Et il y a une pression qui redescend, et ça, c'est plus important que tout, Mhm. quoi, d'avoir l'esprit beaucoup plus léger. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait aussi par la suite? Le médecin va nous donner des anxiolytiques, des somnifères Wow. et des médicaments en fait, qui vont nous permettre de tenir sur la durée. Alors, je ne dis pas que le Rett syndrome se soigne à base de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en naturopathie pour simuler les somnifères, hein. Il y a beaucoup de plantes, hein, qui vont venir aider pour le sommeil, pour les anxiolytiques, pareil. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir aider naturellement. Malgré tout, Est-ce qu'on peut en citer une ou deux? des plantes. Oui. Alors, il va y avoir Si jamais, voilà, si jamais il y a des personnes qui seraient intéressées, est-ce que je sais que tout doit être en naturopathie, on doit se faire accompagner et tout doit être individualisé, mais c'est vrai on parle souvent d'ashwagandha ou de rhodiola, ce genre de choses. Est-ce que c'est ce que tu conseillerais aussi? Ouais. exactement. Alors, on Mhm. commence avec le magnésium parce Oui. que quand le corps il est en inflammation, stressé de partout, que ça explose de partout, hein, l'eczéma, ça veut dire éruption cutanée, Mhm. ébullition. Donc, c'est vraiment, ça explose, quoi. Donc, on commence par le magnésium, les plantes adaptogènes. On fait attention de voir si au niveau de la thyroïde, on n'a pas de soucis parce que ashwagandha, rhodiola, gugule, myrte, il y a plein de plantes adaptogènes comme ça qu'on peut venir prendre pour venir réguler le système nerveux, le système hormonal, mais attention à ces autres D'accord. symptômes, on va dire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser également? Va y avoir le millepertuis, euh, Mhm. la valériane, la mélisse, toutes ces plantes qui vont venir aider à calmer et à trouver Mhm. un semblant de sommeil. Parce que bon, c'est vrai que quand on a Red Skin Syndrome, c'est très Ouais, très bah oui, difficile. j'imagine. Ah. Même quand on a Mhm. sommeil, en fait, on se fait Mhm. réveiller par les démangeaisons, on se fait réveiller par la peau. Moi, je me suis déjà réveillée, la peau collée à mon coussin, quoi. Parce que j'avais gratté, puis la peau, elle a recicatrisé dans le tissu Oh là là, mais quelle ouais, horreur, mais ça, c'est... Oui, j'ose même pas imaginer parce que tu vois, quand je me ah, réveille, deux fois, je me suis réveillée la semaine dernière avec le visage irrité, sec, qui me tiraillait. C'était tellement désagréable, j'imagine même pas. Non, mais j'imagine même pas, quoi. mais- ah non, c'est C'est... Ah, vraiment, ouais, quand ouais. je Bah, dis bravo à inhumain et toi, injuste, franchement, bravo à toi. Et j'espère qu'un jour, tu écriras un livre vraiment pour raconter cette histoire parce que ça mérite d'être entendu. tout à fait. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et qui pensent avoir un eczéma sévère et qui Mm. pensent qu'elles s'en sortiront jamais et qui continuent à mettre de la cortisone parce qu'on leur a dit que c'était le seul moyen de guérir. Parce que tu me demandais avant qu'est-ce que les médecins proposent. Eh ben, ils proposent de mettre de la cortisone, de continuer. Moi, je ne comprends pas Mm. ce raisonnement de dire, mais en fait, mais continuez. Mais je vous dis que ça ne fonctionne pas. Non, non, mais continuez. Et on vous en donne de la plus forte. Et puis finalement, on vous en donne en cachet. Moi, j'ai fini par en prendre en cachet aussi, hein. Parce que voilà, il y avait une question aussi de timing. J'avais trouvé un nouveau travail, je voulais pas le perdre parce que j'en avais déjà perdu plus d'un. Et donc, j'ai fini par accepter ça.
Et en me rendant compte que même avec les cachets, au bout d'un moment, j'ai quand même des plaies qui apparaissent sur le visage, quoi. Donc, Mhm. c'est là que je me suis dit, non, là, faut arrêter Ah ouais. faut arrêter de prendre le pied de biche, là, de vouloir rentrer des choses qui ne veulent pas rentrer et de vouloir fermer la porte à clé derrière et de se dire, non, tu prends ça, quoi. Et puis derrière, il y a aussi des immunosuppresseurs, mais voilà, on pourra peut-être en parler Mhm. une autre fois. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour guérir un Red Skin Syndrome? On essaye de mimétiser ce que pourrait faire un drogué, c'est-à-dire de prendre beaucoup de repos, énormément de repos, vraiment se reconcentrer sur comment manager sa maison, comment Mhm. faire en sorte qu'on soit le plus à l'aise possible. Moi, je sais que je me suis fait une petite pièce dans ma maison qui était une chambre d'amis ou un bureau, où bah, ça a été ma chambre. Pendant un temps, je n'ai plus dormi avec mon copain parce que je bougeais trop. Alors, c'est même pas lui que ça réveillait parce qu'il a un sommeil de plomb. Mais c'est moi que ça dérangeait, quoi, de Mhm. devoir faire attention à la personne à côté de moi qui il me crée de la chaleur. Ah Et, oui, et moi, en je plus. bougeais beaucoup Mhm. dans le. Ah oui. Et puis, voilà, on se gratte, on se lève, on retourne se coucher, on pleure, on en a marre, Mhm. on crie, on a envie que ça s'arrête. La nuit, c'est vraiment le moment où, voilà, quoi, on lâche les chiens, quoi. On n'a plus de masque à mettre pour tenir devant les autres. Et c'est là qu'on en a vraiment marre, quoi. On s'entoure de personnes qui nous disent des paroles qui nous font du bien, qui nous disent que ça va aller mieux, qui nous proposent de faire des activités qu'on est capable de faire, qui nous disent, ben voilà, viens, on se fait je te cuisine un bon repas, et puis on se met un bon film, et puis voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, voilà. Ce genre de Mhm. personnes qui auront des bonnes attentions euh, vers soi. Et puis ensuite, il va y avoir tout le côté de la naturopathie qu'on va pouvoir mettre en place. Alors encore une fois, hein, moi je suis pas médecin, mais si on a envie de s'aider de somnifères, d'anxiolytiques, d'antihistaminiques et ce genre de choses, ben, on va voir un médecin et on lui demande de nous aider avec tout ça, Mhm. hein. Parce que vraiment, je connais des personnes qui ont été tellement dégoûtées de la cortisone qui ne veulent plus rien, mais par contre, elles sont déprimées, quoi. Ouais, Et elles c'est sont à sûr. ça de faire quelque Mhm. chose de fou et qu'on n'aimerait pas entendre demain dans les journaux, quoi. Et donc, moi, je ne suis absolument pas contre. À un moment donné, il faut garder une certaine lucidité quand même et se dire qu'à un moment donné, si on doit passer par des traitements Bien autres que sûr. la Bah oui, bien cortisone, sûr. voilà. Mhm. Et D'accord. donc, premièrement, on enlève tout ce qui nous irrite et qui nous rend encore plus allergiques, parce qu'on va avoir un système immunitaire dans les chaussettes, Mhm. hein. Ça, les Mhm. allergies, on va en avoir, on va en développer, hein. Et notamment cette fameuse intolérance ou surcharge en histamine, qui va être un gros sujet pendant le Red Skin Syndrome. Ça, l'histamine, c'est vraiment un sujet à part entière, quoi, qu'il faut, Oui, qu'il faut bah, en aussi. plus, je voulais te poser la question justement sur le lien, enfin, dans le cas d'eczéma, en dehors évidemment du Red Skin Syndrome, mais si en cas d'eczéma, il y avait toujours un lien avec l'histamine ou pas, sans rentrer dans les détails de l'histamine, ce que je vais Ouais. faire, parce que bon, on a déjà, c'est vrai qu'on a, on a déjà beaucoup de choses on a dit beaucoup de choses, Ouais, on a encore des choses à dire, donc je vais juste ouais, mettre en lien ici en haut une vidéo que j'ai faite avec Julie sur l'histamine. Comme ça, si les gens ne savent pas ce que c'est que l'histamine, je vous invite à aller voir la vidéo pour comprendre un petit peu ce que c'est, de quoi on parle là. Voilà, exactement. ce sera plus Et on peut simple. aussi, si on le souhaite, rejoindre mon compte Facebook et je Tout à parle fait. aussi un petit peu Beaucoup. d'histamine. Oui, J'ai des choses dans la story permanente et dans le feed qu'on va pouvoir trouver où je parle d'histamine, où je décris ce problème. Alors pour le résumer très rapidement, hein, l'histamine, c'est quelque chose qu'on va pouvoir produire naturellement dans notre corps, mais qu'on va aussi avoir dans notre environnement. Et l'histamine, ça fait aussi partie, c'est un des facteurs de notre système immunitaire qui va venir défendre notre corps quand on va avoir des irritations, des plaies ouvertes. En premier lieu, notre corps il va venir libérer de l'histamine, hein. Les vaisseaux sanguins vont se dilater, on va libérer de l'histamine. Enfin, l'histamine va permettre aux vaisseaux de se dilater, de libérer des agents immunitaires, des nutriments, des minéraux pour venir réparer la plaie. Okay, et comme pour tout, hein, dans la vie, quand on dépasse un certain seuil, même de bonnes choses, mhm. on peut développer des intolérances, des surcharges. Et c'est là que l'histamine a toujours plus ou moins un lien avec l'eczéma ou le Red Skin Syndrome. C'est que, étant donné que c'est relié à notre système immunitaire, à partir du moment où notre système immunitaire est affaibli, il va venir être titillé un petit peu trop souvent. Donc, on va venir libérer de l'histamine un petit peu trop souvent et on va pouvoir développer une surcharge.
Et il y a aussi Mhm. ce côté paroi intestinale où les enzymes qui vont venir dégrader cette histamine vont être produites. Si on a une paroi intestinale qui est dégradée, et ben forcément, on va produire moins de cette substance, de cette enzyme, DAO, c'est ça. la Mhm. DAO exactement, la Mhm. diaminoxydase, qui va venir dégrader l'histamine. Et donc, eh ben, on va en avoir plus qui se baladent dans le corps sans pouvoir être dégradé assez rapidement. Et on va avoir une surcharge de cette histamine également. Donc, Donc, on pour peut dire que dans le cas d'eczéma, il y a toujours ce processus d'histamine qui est présent. quoi qu'il Je arrive, compare avec la rosacée et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de rosacée avec l'histamine. Il y a un trop-plein d'histamine, en fait. Il y a un problème tout à fait. de ce côté-là. Mm. Ben, l'histamine, encore une fois, hein, comme ça fait partie de notre système immunitaire, vu qu'elle nous est indispensable pour guérir de nos blessures, déjà là, on peut se dire que dès qu'on a des problèmes de lésions cutanées, de Mhm. problèmes d'inflammation, forcément, l'histamine va rentrer en jeu. Donc, quoi qu'il arrive, D'accord. ça va être un sujet. Maintenant, à savoir, quelle est notre tolérance? Est-ce qu'on est une personne qui va pouvoir en accumuler beaucoup par la nourriture et par le stress qu'on va vivre dans notre vie, parce que le stress génère aussi de l'histamine. Mhm. Et donc, plus on a une haute tolérance, plus on va pouvoir en accumuler. Moins on a de tolérance, plus il va falloir trier dans son alimentation et faire le choix entre avoir un stress qui est un peu moindre, avoir une alimentation qui est extra fraîche, parce que c'est dans les aliments qui sont... même les aliments sains, hein, quand on Oui, parle comme de les sardines en boîte, ce genre de en boîte, choses. la Ouais. lactofermentation, les pickles, Mhm. voilà, hein, tout ça, hein, c'est des choses qui sont connotées comme saines, mais malheureusement, on va pas pouvoir en bénéficier pour son microbiote parce que ben voilà, ça va développer trop d'histamine, quoi. Donc voilà, on va fermer la parenthèse de l'histamine, mais c'est vrai qu'on pourrait en faire une vidéo complète, quoi, parce que il y a tellement de choses à faire. Et moi, je dis toujours que l'histamine, finalement, quand on a une surcharge, c'est un peu, on est un peu intolérant à la vie, quoi, parce que ça nous permet de digérer, hein. On en libère dans notre estomac pour créer de l'acide gastrique. Elle nous permet donc de réparer les plaies et elle se développe autour des aliments. Donc à un moment donné, si on pense à être Oui, intolérant c'est à clair. l'histamine, on est un petit peu intolérant à tout ce Mhm. qui nous permet de survivre, quoi. Mais du coup, est-ce que tu fais tester l'histamine, enfin la DAO, et est-ce que tu fais ces tests-là quand tu accompagnes des personnes qui ont des problèmes d'eczéma? Et bien justement, tu vois, on parlait des tests tout à l'heure et j'avais pas eu le temps de développer. Oui. C'est un des tests effectivement qu'on peut aller faire, de tester sa DAO. Alors attention, parce que pareil, les normes labo, elles sont Mhm. pas très à jour. Et même si on est dans la moyenne, eh ben, on est quand même susceptible de faire de l'intolérance à l'histamine et de penser que tout va bien, mais en fait, Oui. voilà, c'est quand même pas assez. Donc on peut faire tester le niveau de DAO qu'on sécrète. On peut tester aussi l'histamine fécale, c'est-à-dire l'histamine qu'on va libérer au niveau des selles. Ça va nous donner aussi, hein, une idée de savoir si elle se dégrade bien au niveau des intestins ou si elle se fait évacuer dans les selles, si nos intestins n'ont pas le temps de la dégrader. Et voilà, ouais, c'est complètement, c'est complètement Je crois qu'il est en train de dire, bon, c'est bon, ça suffit maintenant, vous C'est arrêtez l'heure des donc câlins, c'est c'est leur pour câlin. ça. Et oui, donc ça fait partie des tests qu'on peut faire. On peut aussi faire les tests du profil des acides gras pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau des oméga 3. Mais encore Mhm. une fois, moi, je préfère déjà faire un bon tri dans l'alimentation, un bon tri dans l'hygiène de vie avant de proposer tous ces tests parce que ils sont payants. Et Mm. on peut aussi Mais faire le test de la prégnénolone. Plutôt que de d'accord. tester sa cortisone, par exemple, on peut faire le test de la prégnénolone, on peut tester sa thyroïde pour voir si on n'a Ouais, pas ça, c'est d'autres important, problèmes. ça. Ah Mm. oui, parce qu'on peut Ok. accumuler, hein, les soucis de santé, les soucis hormonaux, ne pas se rendre compte que on peine à guérir parce que derrière, il y a des choses qui nous Mm. freinent. Mais si on teste pas pour l'histamine, euh, comment justement on peut gérer au niveau de l'alimentation? Et j'aimerais bien qu'on parle 2 minutes d'alimentation. Justement, si on le teste pas, on va continuer à manger voilà, des sardines, des avocats, des tomates, etc. parce que c'est sain. Dans ces cas-là, comment on fait? Est-ce qu'on note dans un journal? Moi, j'aime bien l'idée du journal alimentaire où on note ses symptômes tous les jours, etc., ce qu'on mange quand on a des soucis comme ça. Ok. Alors, c'est très simple. Comme n'importe quelle intolérance, encore une fois, on va s'écouter, hein. Moi, je me rappelle d'un jour où j'ai compris cette intolérance à l'histamine. Je me suis fait un avocat, mais ça n'a pas duré 2 secondes. Même D'accord. pas.
J'ai commencé à réaction. avoir du mucus dans la gorge, j'ai commencé à en avoir dans le coin des yeux, j'ai commencé à avoir le nez qui se bouche. Et je me suis dit, bon, là, voilà. Mhm. L'avocat, c'est un des aliments qu'on pense en premier, hein, qui est très connu, qui est riche en histamine. Mais en fait, c'est les fruits exotiques. Pourquoi? Parce que les aliments qui sont riches en histamine, c'est les aliments qui ont stagné trop longtemps dans un frigo, dans une armoire. Et les fruits exotiques, ben, le temps Ah qu'ils arrivent oui, jusqu'à chez d'accord. nous, Mhm. ils stagnent dans le bateau, dans l'avion, dans les étals des magasins, dans nos placards ou dans notre panier à fruits. Et seulement après, ils sont consommés. Donc, ça a beau être des produits sains, des produits bio, des produits frais, ça reste des produits qui vont petit à petit développer de l'histamine. Alors, comment on fait? Comme tu le dis, on fait le tri avec son petit carnet. On se rend compte des aliments qui nous créent les plus fortes Réaction. réactions. Ensuite, faut pas oublier que de jour en jour, nos tolérances, ça va être différentes, suivant la nuit qu'on va passer, suivant les émotions qu'on va traverser dans la journée, suivant les heures de travail qu'on aura faites, l'exposition au soleil, etc. Suivant la saison, on va être peut-être plus fragile en hiver qu'en été. Donc, c'est pas très, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au mot, ce qu'on aura Mhm. marqué dans notre petit carnet. Qu'est-ce qu'on fait par la suite pour être un peu plus sûr de cette intolérance à l'histamine? Et ben, on se procure une liste sur Internet des aliments qui sont le plus riches en histamine et on compare par rapport à ce qu'on mange. Est-ce qu'on en a beaucoup dans son assiette? Parce que intolérance à l'histamine, je préfère le remplacer par surcharge parce Oui. qu'on a cette notion de, OK, je peux en manger, mais il va falloir quand même dans la journée me dire que il va falloir que je fasse des choix. Si j'ai envie, par Mhm. exemple, de manger du foie, le foie, c'est un aliment Oui. qui est riche en micronutriments, qui est plébiscité par énormément de personnes de la santé, mais qui est aussi riche en histamine. Bah, comment on fait qu'on ne peut pas manger du foie? Eh ben, soit on décide de le manger en début de journée, on se dit, bon, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont faire la gueule, hein, mais d'en manger au petit déjeuner, on Je en mange connais des personnes qui mangent du foie au petit déjeuner, effectivement. pour ne pas dépasser la surcharge, tu te dis Oui. que le matin, quand ton feu digestif il est le plus fort, bah, tu consommes ces aliments-là. À midi, un petit peu moins. Et le soir, pas du tout, quoi. Le soir, vraiment, on évite tous les aliments qui sont hyper allergènes. Donc, le D'accord, carnet, ok. la liste, le fait de prioriser le matin les choses qui sont plus allergisantes ou pas. Ensuite, on peut aussi venir se supplémenter avec des antihistaminiques Mhm. Donc, comme la naturels. quercétine, on a dit. Voilà, comme la Oui. quercétine exactement, mais aussi on peut se supplémenter en DAO. Oui. Voilà, il y a des suppléments en DAO qu'on peut trouver sur Internet. Et alors, le problème de l'histamine, il a été mis en lumière de plus en plus depuis le virus 19, et notamment le virus 19 long. Hein, il y a des personnes qui ont D'accord. souffert Oui. de ce virus Mhm. pendant très longtemps Mhm. parce qu'elles avaient une immunité qui ne leur permettait pas de remonter la pente. Et en fait, c'est plus ou moins depuis cette période que le problème d'histamine a été vraiment mis en lumière parce que ça touchait notre immunité, hein, ce virus. Mhm. Et de plus en plus de personnes ont fait des intolérances et c'est là qu'on s'est rendu compte que, OK, l'histamine est un vrai sujet. Oui. Donc, et de plus en plus, c'est pour ça que je voulais dire, c'est assez rigolo, c'est qu'avant, on avait du mal à trouver des suppléments DAO. Maintenant, on en trouve partout, mais ils sont out of stock. Out of stock. Ah oui, Et d'accord. c'est Mhm. épuisé toutes les semaines. À chaque fois que je le propose à quelqu'un, bon, bah, va falloir attendre une petite semaine ou deux parce que voilà, ils n'ont pas encore pris la cadence. Et de plus en plus de personnes se rendent compte que ça leur est utile, quoi. Et donc pour finir, et même c'est même ce qu'il faudrait faire au début, c'est de combler ses carences, parce que quand on a des soucis d'immunité, c'est principalement parce que on n'apporte pas à son corps Mhm. ce qu'il faut. Donc voilà, combler les carences, et puis ensuite on essaye de manager un petit peu ce souci d'histamine. Et dernière chose qu'on peut faire, c'est de manger le plus frais possible. Soit on congèle les aliments, soit on les achète congelés, soit effectivement on va chez le boucher, on va chez le boucher, on Et on cuisine mange, et on voilà. consomme. C'est ça. Et il n'y a pas Mhm. de meal prep. Parce que ça aussi, hein, pareil, hein, ça peut être un bon conseil pour une personne lambda de faire des meal prep, de faire de Ah oui, préparer non, ça pas et avec tout. l'histamine, ouais, ça c'est Alors, clair. ou alors Mhm. on les congèle. On Oui, met tout c'est au ça, congèle et voilà. alors Oui. là, ça va mieux. Et on décongèle très vite. Mhm. On laisse pas une journée au frigo pour décongeler. Non, on met direct dans de l'eau tiède et on décongèle le plus rapidement possible et on mange tout de suite. Et sinon, on passe à son voisin pour qu'il finisse son assiette si on doit, si on doit laisser des restes. Et puis sinon, on D'accord. se débrouille pour avoir les quantités qu'il faut et voilà.
Ce type d'alimentation, donc bas en histamine, low histamine, ça, tu le conseilles donc dans le cadre du Red Skin Syndrome, j'imagine, puisque Tout à fait. évidemment, là, on va avoir un trop-plein d'histamine. Tu le conseilles aussi à chaque fois avec l'eczéma ou ça dépend vraiment des symptômes de la personne Ça euh, dépend toujours des réactions de la personne. ouais, Moins on peut faire de restrictions, mieux on se je porte. sais, bien sûr. On va déjà avoir besoin d'enlever les aliments industriels, Mm. enroulés de plastique et de xéno-oestrogènes. On va avoir besoin de faire le tri avec le gluten. On va Mhm. avoir besoin d'enlever les sucres ajoutés, l'alcool, la levure. Euh, La levure, d'accord. ouais, la levure, oui, tout à fait, parce que Mhm. ça pareil, hein, le pain en levain, génial. Mhm. Le pain en levain où on a rajouté une petite pincée de levure, on oublie, hein. C'est ça, ça enlève Mhm. toutes les vertus du levain. Et il y a des personnes qui disent, mais je comprends pas, j'ai pris du pain en levain avec des farines anciennes, etc. Mais je réagis toujours. Bah oui, bah demande à ton boulanger, en fait. Mm. Il y a de la levure et Oui, ça casse tout, en fait. Donc voilà. Et si en plus de toute cette liste-là, il faut en plus enlever tous les aliments qui ont de l'histamine, ça fait beaucoup. on Produits crée laitiers aussi, j'imagine, produits pour laitiers, exactement, la peau, ouais, on peut être pasteurisés, intolérant. industriels, Mhm. ouais. Et à la fin, bah, qu'est-ce qu'on crée? Si on enlève tout ça, on crée des carences, on crée des troubles du comportement alimentaire, de la frustration. Non, Ouais, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut parce que le principal, finalement, c'est vraiment d'avoir un état d'esprit détaché de toute pensée négative, d'avoir foi en sa guérison et d'avoir le maximum de nutriments possibles et aliments variés dans sa diète. Donc, je rappelle que les restrictions de n'importe quel aliment, ça se fait sur une courte période. c'est ça. Pendant cette période, on répare son intestin, on répare son immunité, on augmente sa capacité à se régénérer, et ensuite on remet progressivement ces aliments dans sa diète, quoi, parce que sinon, Oui, on s'en bien sort pas. sûr. Il y a Mm. d'autres personnes, Non, mais ça c'est arrive complètement. souvent en plus. Oui, ça arrive souvent Ouais, que les gens qui adoptent un régime FODMAP, par exemple, pendant des mois, et non, non, on fait pas ça. tout à fait, tout à Ouais. fait. Ah oui, Mm, oui. Alors le sans FODMAP, ça mm. c'est Bah vraiment, oui, ça a été, c'est une bonne chose, hein, mais encore une fois, sur une courte période. c'est ça. On se Mhm. prive de tellement d'aliments, sinon c'est pas faisable. Mm. Est-ce Voilà. que tu souhaites ajouter quelque chose sur la partie alimentaire où on a fait un peu Ben, le tour ou... alors ça aussi c'est vraiment le point principal, hein, qui pour le Red Skin Syndrome que je trouve vraiment très intéressant et même pour l'eczéma, l'importance d'avoir le bon ratio de protéines dans son assiette et de la bonne catégorie des protéines parce que pareil, hein, on entend très souvent que les protéines végétales ça peut très bien remplacer les protéines animales. Non, Mm. c'est pas on parle pas du tout de la même chose. Ça peut apporter un complément, mais il faut avoir cette notion de facteur limitant. Dans les protéines végétales, on ne va pas avoir les mêmes niveaux de protéines, elles vont être plus basses, et notre corps, il va venir réguler le taux de protéines à celle qui est la plus basse. Donc même si derrière vous mangez du poisson, de la viande, des œufs, tout va être mis à niveau et au Ah, niveau ok. des protéines Mhm. végétales, et donc on va venir rabaisser le nombre de protéines qu'on va assimiler. Donc c'est vraiment très 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 important de faire cette distinction et d'apporter des protéines, d'avoir un petit déjeuner protéiné. Ça, c'est vraiment d'essayer de commencer la journée avec euh, euh, des protéines, ça c'est l'idéal, et d'en avoir si possible à chaque repas, alors en modulant à chaque fois, hein. Le soir, on va essayer d'avoir des choses qui se digèrent mieux, comme du poisson blanc, Mhm. comme des œufs, comme voilà, des protéines vraiment très digestes. Et donc voilà, ouais, vraiment mettre un point d'honneur sur l'importance des protéines dans sa diète, quoi. Ne pas compter uniquement sur les légumes, les jus de légumes. Mm. Je sais que c'est Tout à quelque chose fait, oui. qui a été très à la mode, mais qui tout doucement Mm. commence à en voir les limites de cette manière de faire. Je dis pas que c'est pas bon, mais déjà, pareil, hein, les jus de légumes, quand on est frileux, comme en rescue de syndrome, et que voilà, on a du mal à se réchauffer, de consommer du cru, bon, c'est pas ce Pas qui est top. forcément Mm. idéal. C'est mieux de cuisiner et de cuire donc les aliments. Et donc avec les protéines, on va aussi penser au bouillon de viande, le bouillon d'os, le bouillon de viande. Alors attention, l'un est plus riche en histamine que l'autre, hein. Le bouillon d'os est très riche Biondos. en Mm. histamine. Le Mhm. bouillon de viande l'est un petit peu moins. Et puis, on va écourter le temps de cuisson au maximum. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut venir apporter à sa diète pour venir créer comme un pansement intestinal au Mhm. niveau des parois intestinales, quoi. Donc, pour apaiser et venir soutenir ce sevrage.
Vraiment, moi, j'ai constaté une différence, mais ça a été, je l'ai ressenti dans ma chair, quoi. J'étais plus sur un régime à tendance végétarienne. Je me suis jamais arrêtée de manger de la viande, mais c'était une fois par semaine, vraiment Mhm. ponctuellement. Le jour où je me suis remise à remanger de la viande tous les jours, je sentais à l'intérieur de ma peau, alors à l'extérieur, certes, on voyait toujours les dégâts, mais à l'intérieur de ma peau, j'ai senti que ça se reconstruisait, quoi. Mhm. J'ai senti du jour au lendemain que ça me tiraillait moins, que c'était moins inconfortable, et ça a été vraiment presque magique, quoi. Et Mhm. alors qu'on nous dit partout que la viande c'est acidifiant, la viande c'est Mhm. mauvais, la viande c'est plein de toxines, ben Bon, c'est une alors question de la qualité, quoi, surtout. qualité, évidemment, la qualité, Mhm. on ne peut pas passer à travers ça, mais j'ai pas envie de frustrer les personnes qui ne peuvent pas s'acheter de la viande nourrie à l'herbe, de la viande qui a été bien élevée, etc. On n'a pas tous la chance d'avoir C'est un vrai. super producteur à côté de chez soi. Et c'est pas pour autant qu'il faut se dire, bah, du coup, moi, je mange pas de viande du tout parce que la viande industrielle, c'est nul. Bah, Mhm. on évite déjà la viande en barquette. On va chez son boucher, boucher de village, boucher de C'est ça, supermarché. oui. Mhm. Même si, voilà, c'est pas l'excellence, ça reste des protéines qu'on a Mhm. besoin d'assimiler. Et puis, on fera en sorte derrière d'avoir le moins de toxines possible dans le reste de son environnement, dans le reste de son assiette, pour pouvoir, euh, pour pouvoir quand même assurer les briques de construction. Les protéines, c'est des briques de construction qu'on C'est apporte à ça. notre corps, quoi. Les lipides et les glucides, c'est l'énergie. Et sinon, les protéines, c'est notre seul Mhm. moyen de se reconstruire. Donc, Bien sûr, et moi je le conseille aussi pour le problème de rosacée, c'est pareil, hein. tout à fait. Ah, moi j'étais végane pendant très longtemps et ça m'a changé la vie de réintroduire les protéines animales. C'est vraiment, Exactement. vraiment. Surtout, Exactement. et encore plus, je dirais, quand on arrive en préménopause comme moi, là, bon, là voilà, quoi, même pour la Là, thyroïde, il y a plus de enfin, photo, quoi. Ouais. c'est ça. On parle souvent du jeûne intermittent aussi pour régler les problèmes de peau. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, régime jeûne intermittent, attention, parce que au niveau hormonal, c'est pas ce que notre corps il préfère. Hein, notre corps il préfère la régularité, il aime bien avoir des sources d'énergie qui viennent régulièrement pour le soutenir. Quand on a une maladie chronique telle que l'eczéma, telle que le Red Skin Syndrome, la rosacée, l'acné, etc., et qu'en plus on a des soucis au niveau hormonal, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'inclure le jeûne intermittent dans quelque chose de routinier. Mhm. Par contre, on vient de passer les fêtes de Noël. Super, on a mangé un petit peu plus que de raison, on a repris du dessert deux, trois fois pour faire plaisir à la personne qui nous a invités. Le soir, on a fini avec un ventre. Voilà, comme ça, on a eu du mal à dormir. Oui, là, le lendemain matin, de ne pas manger, ça s'appelle pas du jeûne intermittent, ça s'appelle être logique. Ça Tout à s'appelle fait, ouais. juste s'écouter. Alors, on aime bien aujourd'hui hein, mettre un nom à chaque chose, à chaque nouvelle, chaque chose qu'on met en place, Mhm. on va y mettre une Un étiquette. label, oui. Ah, on dit, j'ai fait du jeûne intermittent le lendemain de fête. Oh là là, ça m'a sauvé la vie. Ok, super. Tu as juste écouté ton ventre qui te disait à l'aide. Mais par contre, les personnes qui vont faire, surtout les femmes, hein, arrivées à un certain âge, faire du jeûne intermittent régulièrement, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour soigner ses problèmes de peau, en fait, le jeûne intermittent, en plus, il faut bien le faire. Moi, je suis OK si c'est un jeûne intermittent où on se dit, je laisse 12 heures entre le dernier repas de la journée et le premier repas du lendemain. OK, jeûne intermittent, parfait. Par contre, si c'est je saute le petit déjeuner, j'arrête de manger à 20 heures le Mhm. soir, puis le lendemain, non seulement j'ai mes 12 heures de nuit de jeûne classique, plus encore 3, 4, 5 heures et je ne remange qu'à midi, 13 heures, et je tiens toute la journée, toute la matinée sur mes hormones de stress, hein, parce que finalement, c'est les hormones qui vont nous faire Mhm. tenir. Hein. J'épuise mon capital hormonal et arrivé à un certain âge, je ne serai plus du tout capable de jeûner. En fait, je serai imposé de jeûner. Ton corps, il va arrêter en fait de vouloir consommer de l'énergie. Il va en consommer de moins en moins. Il va s'adapter à ce que tu lui demandes. Il va dire, OK, ben moi, tu me donnes moins d'énergie. Ben, je te fais en consommer moins. Et moins t'en prends, Mhm. moins je t'en libère. Et au bout d'un moment, on arrive à 60, 65 ans. On se lève le matin, on n'a pas d'appétit. À midi, on va manger ça. Le Mhm. soir, on va se faire une petite soupe avec une petite salade. On finit avec de la sarcopénie, plus de muscles. On a de l'arthrose de partout. Nos articulations ne tiennent plus. On est dépendant du Ouais, c'est ça, canapé et de sa déficit famille. calorique. Mhm. Déficit calorique forcé, parce qu'au Mhm. final, bah, plus assez d'enzymes digestives non plus pour digérer, parce que moins tu digères, moins ton corps va produire de substances digestives. Donc,
jeûne intermittent, oui et non. À faire correctement, Mm. à faire intelligemment, avec les informations nécessaires pour bien comprendre ce qu'est vraiment ce terme de jeûne intermittent. Et si on est sportif de haut niveau, ou même voilà, qu'on aime bien faire du hit, de la musculation, qu'on est une femme en périménopause, qu'on est une femme enceinte qui essaye d'avoir des enfants, même pas enceinte, hein, qui essaye de procréer, Mhm. Ouais, si on c'est est un pas... étudiant en médecine qui a une tête comme ça, qui est tous les jours devant son ordinateur en train de faire ses cours et tout, pas de jeûne intermittent. On rajoute pas du stress par-dessus du stress. D'accord. Donc du coup, Delphine, comment fait-on pour travailler avec toi pour soigner son eczéma ou même son Red Skin Syndrome? Ok, alors on me retrouve sur Instagram sous le pseudonyme Delskin-du-bas Naturo. Je pense que ce sera On va peut-être. mettre le lien euh, en voilà. description. Et Mhm. puis on clique sur le lien en bio dans la page de profil. Et puis on va tomber sur un calendrier, une page calendrier qui est un calendrier en ligne où il y a possibilité de réserver un appel offert de 20 minutes où on va pouvoir échanger à propos de la situation, de voir ce qu'il est possible de mettre en place. Je commence déjà à donner mes petits conseils et puis on regarde par la suite si on peut travailler ensemble et faire des accompagnements. Donc, je propose des accompagnements en naturopathie sur plusieurs mois afin de suivre et de soutenir la personne, hein, parce que je travaille vraiment sur trois axes. C'est déjà de redonner confiance en la guérison, parce que très souvent, on est complètement perdu, on se dit qu'on n'arrivera jamais à trouver de quoi faire pour se soulager. Donc, reprendre confiance à la guérison, soutenir et ne pas mettre de côté toute la souffrance qu'on peut subir avec les problèmes de peau. Hein. C'est pas qu'un problème de peau, c'est vraiment un problème de qualité de vie. C'est un problème, ça devient un problème émotionnel, ça devient un problème relationnel, ça devient un problème traumatique. Donc vraiment, on va prendre tout ça en compte et je vais être là pour vous soutenir. Et puis, on va apprendre ensemble comment fonctionne votre organisme, comment fonctionne la peau, comment fonctionne le système immunitaire, le système hormonal, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles et devenir au final autonome et pouvoir, à chaque fois que vous aurez voilà, des choses dans votre vie qui créeront des symptômes, avoir tout de suite les bons réflexes, les bons gestes pour pouvoir aller mieux. En tout cas, Delphine, merci beaucoup d'être venue partager ton parcours et tes connaissances avec nous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Nous, ça nous aide beaucoup. Bonne journée, bonne soirée à vous et à très vite.